Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravi de voir que vous êtes toujours aussi nombreux en cette fin de journée, après une belle journée de débat. La thématique que nous allons aborder ce soir pour les 90 minutes qui sont devant nous est évidemment centrale dans les motivations et les trajectoires politiques que nous avons tous ici, les uns et les autres. Puisque l'Union européenne, évidemment, fait partie de notre paysage institutionnel depuis 1957, même si son nom, son fonctionnement, ses prérogatives et évidemment le nombre de ses pays membres ont bien changé depuis 66 ans. Alors si l'on en croit l'Eurobaromètre européen, les Français sont aujourd'hui, en tout cas l'Eurobaromètre 2022, 53% à ne pas avoir confiance en l'Union européenne. Et seuls les Chypriotes et les Grecs expriment une plus grande défiance vis-à-vis de l'Union européenne. Donc les critiques à l'encontre de l'Union européenne, elles sont évidemment de plusieurs types. Déficit démocratique, gouvernance par des experts non élus, bureaucratie trop lourde et inefficace, et des contradictions aussi dans les objectifs politiques qu'elle se fixe. Le non-respect évidemment des résultats du référendum de 2005 sur l'établissement d'une constitution européenne et la ratification 2 ans plus tard du traité de Lisbonne ont bien évidemment participé à l'accroissement de ce sentiment de défiance de beaucoup de citoyens européens, en particulier en France. Alors, la question transversale qui va nous occuper ici, c'est de savoir en fait dans quelle mesure l'Union européenne, et en particulier sous la présidence d'Ursula von der Leyen, est devenu un instrument décisif de la confiscation croissante de la souveraineté nationale et populaire. Donc, on va organiser cette table ronde en 2 grands points, après la présentation des intervenants. Nous verrons tout d'abord quels sont les grands marqueurs de la commission d'Ursula von der Leyen. Est-ce qu'elle s'est installée dans une forme de continuité vis-à-vis des présidents de commission qui l'ont précédé, notamment Jacques Delors, Jacques Santer, Romano Prodi, José Manuel Barroso et Jean-Claude Juncker, ou a-t-elle au contraire imprimé une forme de sa propre marque de fabrique à cette présidence de la Commission européenne? Et pour ne pas simplement rester sur des constats parfois un peu déprimants, nous accorderons une part significative de cette table ronde à des perspectives, à ce que ce type de débat peut nous apporter à tous comme piste de réflexion, mais aussi d'action. Car comme nous invitait à le penser la regrettée Coralie Delhomme, la politique n'est-elle pas l'art de rendre possible ce qui est nécessaire? Donc pour aborder ces différents enjeux contemporains autour de l'Union et de la présidence d'Ursula von der Leyen, je suis très heureux d'accueillir nos 5 intervenants. Florence Kunz, tout d'abord, vous avez été députée européenne au début des années 2000, de 1999 à 2004. Vous avez été active dans des courants souverainistes à la fois à droite de l'échiquier politique, mais aussi proche de Jean-Pierre Chevènement lors de sa candidature à la présidentielle de 2002. Et vous êtes aujourd'hui consultante en stratégie institutionnelle et affaires publiques européennes. Je me tourne maintenant vers vous, Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes député de l'Essonne, réélu à chaque élection législative depuis 1997. Vous avez été également maire de Hyères, votre commune de l'Essonne, pendant 4 mandats. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, nombre d'entre eux ayant été très critiques vis-à-vis de l'Union européenne, et dont le dernier s'intitule « Où va le pognon ? Comment récupérer 100 milliards d'euros par an de fraude et de gaspillage pour rebâtir la France ». Vous êtes aussi le président de Debout la France, que vous avez fondé en 2008, sous un autre nom à l'époque, puisque ça s'appelait Debout la République. Guillaume Bigot, vous êtes politologue, essayiste et chroniqueur sur CNews, Sud Radio et Europe 1. Vous avez écrit notamment Populophobie chez Plomb. Vous êtes également le président de France Souveraine, une association politique qui est née d'une certaine manière dans le sillage de la création par Michel Onfray et Stéphane Simon de la revue Front Populaire, et dont l'objectif principal, je cite, est de défendre un retour pour la France à une souveraineté nationale et populaire exercée de plein droit par l'État et son peuple. François Coq,
Vous êtes essayiste politique, ancien secrétaire général du parti de gauche, enseignant en zone d'éducation prioritaire. Vous avez été élu local et maire adjoint dans une commune du Val-de-Marne, Champigny. L'un de vos derniers ouvrages s'intitule « Alerte à la souveraineté européenne, la chimère de Macron contre la souveraineté populaire ». Et enfin, Rodrigo Ballester, vous êtes ancien fonctionnaire européen, vous l'avez été pendant 13 ans, de citoyenneté espagnole, francophile, et je vous remercie pour la qualité de votre maîtrise du français est impressionnante. Installé aujourd'hui en Hongrie, où vous travaillez et dirigez le centre d'études européennes du Matthias Corvinus Collegium à Budapest, qui a notamment des activités de formation, puisque vous avez 7000 étudiants, et de réflexion en tant que think tank. Voilà, bienvenue à vous tous. Merci. Alors, je vais commencer par un premier tour de table, et je me tourne vers vous, Florence Kunz. À chacun d'entre vous, chaque participant, je vais vous demander de nous expliquer un peu ce qui vous a conduit les uns et les autres à adopter une attitude critique ou vigilante vis-à-vis du fonctionnement de l'Union européenne, et s'il y a eu un élément déclencheur, une filiation intellectuelle, des expériences personnelles qui peuvent expliquer en tout cas une partie de votre positionnement actuel vis-à-vis de cette institution. Je commence avec vous, Florence Kunz. Merci. Merci de votre accueil. Alors oui, filiation intellectuelle lointaine, puisque, vous l'avez dit, j'ai fait de la politique jusqu'en 2002, l'élection présidentielle de Jean-Pierre Chevènement, et quand j'ai lu dans la presse les quelques recensions sur l'événement d'aujourd'hui, et que j'ai vu que le dernier événement souverainiste politique des deux rives était celui de 2002, je me dis que finalement, j'ai bien fait d'attendre aussi longtemps pour revenir sur une scène politique. Filiation intellectuelle parce que j'ai grandi à Épinal. Alors, sans doute direz-vous, elle n'a aucun mérite à être là. Et oui, effectivement, j'ai aucun mérite à être là parce que j'ai grandi à Épinal dans les années où Philippe Séguin s'installait dans les Vosges et arrachait ses premiers mandats de député, puis de maire. Et donc, j'ai passé toutes mes années de collège non seulement à coller des affiches, mais à apprendre le gaullisme le plus orthodoxe. Et plus généralement, ma génération, c'est celle de la campagne de 92, celle du traité de Maastricht. Cette génération que David Degouille, qui doit être quelque part dans la salle, a décrit dans sa fresque souverainiste parue aux éditions du Rocher. Je ne sais pas s'il le vend ce week-end. Ce roman souverainiste qui finit mal. Alors on va essayer de reprendre l'histoire et d'avoir des chapitres plus positifs. Et si je cite Maastricht, c'est évidemment parce que l'Europe que nous craignions à cette époque-là et que nous dénoncions à travers le traité qui était soumis aux Français, eh bien malheureusement cette Europe-là, elle est sous nos yeux. Et alors on y reviendra tout au long de la table ronde, mais sur ces deux éléments évidents qui sont d'une part le leadership allemand, et qui s'incarne plus que jamais avec la présidence von der Leyen. On y reviendra. Et puis ses conséquences à la fois économiques, sociales, mais aussi politiques, puisque Philippe Séguin, lorsqu'il mettait en garde dans la campagne référendaire, nous mettait surtout en garde contre le fait que la dépossession du sentiment national conduisait au nationalisme et aux extrémismes. Et en fait, partout en Europe, aujourd'hui, malheureusement, on en est là. Et ça, c'est ce qui m'a amené évidemment à faire campagne. Alors, successivement, j'ai cité Degouille, mais Nicolas, on a créé ensemble à Lyon, pendant la campagne des Européennes de 99, Debout la République, sur un coin de table. Et puis, c'est devenu l'aventure de Nicolas, et puis Guillaume dans la campagne de Chevènement. Donc, c'était tout naturel que je sois là avec vous aujourd'hui. Merci. Je vous passe la parole, Nicolas. Je vais être bref parce que c'est le passé et il est long. Si je devais résumer, je dirais d'abord les lectures d'écoliers ou de collégiens, de Gaulle,
la souveraineté, l'indépendance, la résistance. Et puis après, une rencontre, celle de Séguin. J'ai eu l'honneur d'être député en 1997, quand il a été élu président à l'époque du RPR. J'ai suivi toute l'aventure. Il m'a même convié très surprenamment à être responsable des fédérations du RPR. J'avais en bureau d'en face Sarkozy, au-dessus Fillon, Pasqua. J'ai appris beaucoup de choses à cette époque-là. Beaucoup. Pas toujours le plus agréable. Et puis après, il y a eu l'aventure avec Charles Pasqua et Philippe de Villiers. Et puis après, il y a eu d'autres aventures. Et il y a eu, parce qu'on a eu l'habitude de subir des traités, j'ai voté au moins contre tous les traités, personne ne peut m'en vouloir. Il y a eu surtout une grande victoire, qui était celle de 2005. Et on n'était pas si nombreux à appeler à voter oui à l'époque. Voter non, pardon. Lapsus révélateur. Je pensais à ceux qui n'ont rien fait. Et on n'était pas nombreux à appeler à voter non, et ce fut un immense bonheur. En fait, c'est le seul bonheur politique national que j'ai pu avoir, à l'exception des quelques élections que j'ai pu remporter, parce que avant 2005, on nous traitait de ringards, de cassandres, de nostalgiques. Et en 2005, on a compris que le peuple français était avec nous. Et au-delà du faux clivage droite-gauche. Et puis après, il y a eu la terrible trahison de Nicolas Sarkozy et des socialistes, parce qu'ils ont fait le coup ensemble au Parlement, et c'est là où j'ai quitté l'UMP et où j'ai transformé Debout la République en Debout la France. Et pour moi, c'était la rupture fatale, parce que c'était un viol. Et depuis, je pense que la cassure profonde entre le monde politique et le peuple français vient de cette trahison fondamentale, trahison structurelle, et que les Français ont compris. Et depuis, on rame pour essayer de faire comprendre au peuple français ce qu'il sait déjà, mais dans une grande différence. Et tout à l'heure, je regardais des coulisses, des extraits, je ne sais pas s'ils étaient passés ici, en tout cas, il y avait des extraits de Jean-Pierre Chevènement, Philippe Séguin, Marie-France Garot, et je me faisais la réflexion, je me disais, mais tiens, ils sont invités à des émissions, eux. C'est-à-dire que depuis le référendum, depuis qu'ils savent qu'ils sont minoritaires, ils ont tout verrouillé, médiatiquement. Plus que jamais. Il y a eu avant 2005, les souverainistes pouvaient s'exprimer, les gaullistes, vous appelez-les comme vous voulez, les patriotes. Après 2005, tout a été verrouillé, parce qu'il ne fallait pas que le peuple français qui avait voté non puisse revenir un jour sur ce non. Et c'est tout l'enjeu des prochaines années, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. C'est tout l'enjeu des prochaines années, c'est comment faire de cette victoire de 2005 une nouvelle victoire par un rassemblement et par une clarté politique. Merci beaucoup. Guillaume Bigot. Allez-y. C'est une question difficile parce que souvent on fait les choses sans s'interroger pourquoi on les fait. Donc la question elle est bonne finalement. Pourquoi alors qu'il y a une sorte de pesanteur et un mouvement général serait tellement plus simple. Ce serait tellement plus simple d'aller avec les moutons, quoi, de suivre le flux, le flow. Pourquoi ? Et en fait, quand vous avez posé la question, je me suis rendu compte qu'il y avait des raisons qui étaient peut-être assez personnelles, finalement. Je pense que le système de la construction européenne et le système qui abîme chaque jour un peu plus notre démocratie et peut-être plus grave encore ce que les Romains appellent l'affectio societatis, c'est-à-dire ce qui relie les Français entre eux, ce mécanisme terrible qui nous abîme collectivement, ça fonctionne, à mon avis, avec la culpabilité. C'est un mécanisme à base de culpabilité. Et je me rends compte que pour des raisons qui sont biographiques et personnelles, je suis immunisé contre ce chantage. On a mis à sac notre économie, on a mis à sac notre démocratie, et si on avait l'outrecuidance de se plaindre, on vous répondait, mais enfin, vous voulez sérieusement prendre le risque que demain, on déporte à nouveau des enfants juifs ? Ça a l'air délirant comme réponse et comme rapprochement. Mais en fait, c'est ça, le mécanisme. Et il s'avère, c'est la vie qui est comme ça, j'ai été élevé par un homme qui a été arrêté par la police française et qui s'est sauvé, c'est l'un des rares à s'être sauvé de Drancy. Le reste de la famille est parti pour les camps. Et donc, ils ont un peu de mal à me faire le coup de la culpabilité. Parce qu'en plus, il m'a raconté l'occupation. Et il m'a expliqué qui lui avait sauvé la vie.
Il est sorti à Drancy, et c'était un communiste qui balayait devant un cinéma, qui lui a dit « Viens ici, on va te cacher ». Et il m'a expliqué comment le politiquement correct de l'époque, c'était les magistrats, pardon s'il y a des magistrats dans la salle, mais ils étaient quasiment tous derrière Vichy, derrière l'Allemagne, c'était les journalistes, c'était les people, les vedettes, enfin tous les gens que vous avez vus au château de Versailles, c'était la bien-pensance en fait. Et comment, maintenant, la bien-pensance essaie de culpabiliser la population. Alors on peut dire que... Voilà. Donc ça ne marche pas, l'idée que les gens qui votent pour le Rassemblement national, c'est le fascisme, l'extrême droite. Moi, j'ai grandi avec des gens qui ont vécu ça aux premières loges, malheureusement, et qui m'ont dit, les gens qui votent Rassemblement national, autrement dit le peuple, c'est eux qui faisaient sauter des trains. Ceux qui culpabilisent le peuple français, ils étaient à la commandanture. La deuxième raison, peut-être assez personnelle, qui fait que je ne peux pas tomber dans le chantage à la culpabilité, cette histoire de « oui, mais on est tous un peu racistes, on a tous quelque chose en soi », non pas de Tennessee, mais de raciste, et la chanson, je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Moi, je n'ai pas eu un copain qui avait la peau blanche jusque rentrer en 4e ou en classe de 3e. J'ai grandi dans un HLM de la porte de Bagnolet. Tous mes copains étaient africains ou maghrébins, tous sans exception. L'idée de racisme m'est totalement étrangère. Donc ce cirque et ce cinéma permanent pour culpabiliser, peut-être que ça marche dans le 6e arrondissement, sur moi, ça n'a mais aucun effet. Et enfin, la troisième raison, c'est que j'ai été élevé par des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui avaient connu le Front populaire d'ailleurs, on parlait de Front populaire tout à l'heure, mais c'était un lien vraiment humain avec ces gens qui avaient pour la première fois vu la mer, qui avaient été en vélo, ils m'avaient montré leurs photos en noir et blanc. Ces gens, j'étais dans une famille d'accueil qui m'ont élevé. Et je sais que le peuple français, la classe ouvrière française a été laminée. Et cette classe ouvrière, elle était fière. Elle se levait très tôt le matin. Et on l'a abîmée. Et donc, effectivement, comment je pourrais me regarder dans la glace si l'idée de les venger ne m'habitait pas jour et nuit? Voilà. C'est très simple. François Coq. Bonjour à tous. Écoutez, à cette question de notre rapport à l'Union européenne, je pourrais, comme tout un chacun, je pense, dire que je considère que les tares que l'on a sous les yeux aujourd'hui sont consubstantielles au fondement même de l'UE. Je pourrais parler de l'acte unique, de Maastricht, etc. Je repartirai, moi, de ce qui est mon parcours militant. Ma première campagne politique, c'était contre le TCE en 2005. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est formidable la politique. Le souverain, c'est le peuple. C'est nous qui décidons. On arrive à se lever, à créer de l'implication populaire, à se rassembler, à mettre à mal tout ce lobbying gigantesque de la caste médiatico-politique et des bien-pensants, comme disait Guillemin, qui sont les premiers à les suivre en cadence. J'ai trouvé ça formidable jusqu'à la trahison qui a suivi. Et à partir de là, mon rapport à l'Union européenne, c'est d'essayer de chercher les failles, de voir comment on fait, de saisir les occasions, de regarder les expériences. Je pense notamment à ce qu'on a vu, à quoi on a assisté de près en 2015 avec certains qui sont présents ici dans cette salle, en Grèce, voir les tentatives qui ont été faites à l'époque par Tsipras avant de baisser pavillon, malgré l'appui d'un référendum là derrière. C'est le rapport de ce combat-là. Comment on fait aujourd'hui pour reprendre la main face à l'Union européenne? Et je crois que cette idée de praxis est extrêmement importante et qu'elle doit toujours être chevillée au corps si on veut se donner les moyens d'agir. C'est aussi l'analyse que je fais depuis un certain temps que nous sommes dans une impasse démocratique qui est liée à cela, qui est liée au référendum de 2005, mais pas juste une impasse démocratique en France, à l'échelle de l'Union européenne. Imaginez que la vie politique a été régie pendant 40 ans, 50 ans par l'alternance gauche-droite entre la social-démocratie et la démocratie chrétienne, et que le système s'est enrayé à partir de 2010. Qu'à partir de 2010, on a commencé à connaître l'époque des grandes coalitions de manière systémique. Pas simplement la grande coalition allemande, les grandes coalitions qui étaient déjà une réponse de système parce que les citoyens en conscience étaient en train de bloquer le jeu électoral. En 2014, il y avait 16 des 28 pays de l'Union européenne où il y avait des grandes coalitions. C'est une réponse de système. Et même cette réponse de système a été insuffisante parce que nous autres citoyens, nous ne voulons pas sauter à la corde avec cela. Nous sommes rentrés depuis dans l'ère de la démocratie minoritaire. En 2018, en janvier 2018, 14 des 28 pays de l'Union européenne, 14 des 28, 50% étaient dirigés par des gouvernements qui étaient, avec leur majorité, minoritaires au sein de leur propre Parlement national. Voilà où est le vol démocratique. Et c'est une conséquence directe de 2005.
Alors la dernière et l'ultime réponse de système, c'est peut-être ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la souveraineté européenne. L'idée de M. Macron qu'il a émise il y a 6 ans lors de son discours de la Sorbonne et quelques jours avant dans son discours devant les ambassadeurs. J'entendais parler de Philippe Séguin tout à l'heure. Philippe Séguin nous expliquait dans son immense discours du 5 mai 1992 qu'il y avait une façon de faire disparaître la souveraineté, c'était de la parcelliser et de mettre tous les attributs de côté pour ne plus se rendre compte finalement que la souveraineté avait disparu. C'est ça la souveraineté européenne de M. Macron. C'est ça la réponse de système et de l'impérium technocratique à l'impasse démocratique que les citoyens essaient de lui imposer en conscience. Merci. Rodrigo Ballester. Oui, merci beaucoup tout d'abord pour l'invitation. Merci Osez la France, merci République Souveraine. Eh bien, moi, je reviens de très très loin, j'ai l'impression, et je reviens vraiment d'une planète tout à fait antithétique à la vôtre. Moi, quelque part, je suis un peu le pur produit d'une caste européenne. Voilà. Moi, je suis espagnol, mais j'ai grandi en France. J'ai fait des études de droit européen. J'ai étudié au Collège d'Europe. J'étais programmé. J'ai une femme étrangère, bien entendu. J'étais programmé vraiment pour être le prototype du technocrate qui va rester 40 ou 50 ans surpayé à Bruxelles. Et alors, effectivement, et là, tout à coup, je me retrouve en Hongrie, donc à Mordor, dans l'endroit le plus honni par les élites bruxelloises. Et voilà, moi, si vous m'avez dit à 5 ans que j'allais vous rejoindre sur une scène aujourd'hui, je n'aurais pas parié grand-chose là-dessus. Alors, quelles sont un petit peu les intuitions et le parcours personnel? Alors, pour moi, tout est venu bien comme et je dois parler de certaines intuitions, effectivement. C'est déjà, moi, en tant qu'Espagnol, on a regardé, surtout quand j'étais petit, on a regardé l'Union européenne comme l'Eldorado, comme le retour par la grande porte dans l'histoire. Après la mort de Franco, enfin, l'Europe nous accueillait. Et c'est vrai que cette Europe que j'ai sentie avant Maastricht, eh bien, c'est une Europe que je continue à apprécier aujourd'hui. Moi, l'Europe avant Maastricht, elle me va, elle me plaît. Et après, petit à petit, j'ai vu effectivement un petit peu donc, cette pression du politiquement correct. Je me souviens par exemple avoir dit un jour au lycée, je vais avoir 16 ou 17 ans, que tiens, si moi j'étais français et je pouvais voter, je voterais peut-être pour Philippe de Villiers. Et là, j'ai vu tout de suite les yeux écarquillés qui me disaient mais un jeune, ça ne vote pas pour Philippe de Villiers. Ah bon, excusez-moi, je pensais que certains, oui, le faisaient. Et donc, c'était beaucoup d'intuitions de ce genre-là. Après, j'ai continué effectivement un cursus très, très européen auquel j'ai cru. Alors, je crois vers 20 ans, on est quand même beaucoup plus naïf qu'à 14 ou qu'à 30. Et après, effectivement, ce qui m'a définitivement désarçonné, c'est la pratique de l'Union européenne. Moi, j'ai passé 13 ans effectivement à la Commission européenne, 2 ans au Parlement européen, 17 ans en tout dans la bulle bruxelloise. Et effectivement, c'est un désenchantement. Déjà par une intuition qui est très très présente en moi, c'est que quelque part je déteste vraiment la bureaucratie. Alors qu'est-ce que je faisais à l'Union européenne si je détestais la bureaucratie? Mais effectivement, il y avait quelque chose de plus enraciné, c'est que c'était un système qui est aliénant pour ceux qui le pratiquent, mais également pour ceux qui le subissent. Et donc effectivement, cette obsession bureaucratique m'a tout de suite vraiment alarmé. Deuxième chose, c'est la wokisation, l'idéologisation rampante des institutions européennes. Je suis resté quand même 15 ans. Et je me souviens, j'avais commencé au Parlement européen, un Parlement que j'avais trouvé relativement sérieux. 15 ans plus tard, je trouve que c'est un Parlement absolument hystérisé, que je ne reconnais plus. Pareil au niveau de l'administration, donc de la Commission européenne. Et bien sûr, ça je l'ai vu, donc troisième point qui m'a rendu également très très sensible, c'est effectivement mon exposition aux pays d'Europe centrale et de la Hongrie en particulier. Voilà 15 ans que je suis la Hongrie, surtout pour des raisons personnelles. Et effectivement, essayer de comprendre et ne serait-ce que parler au pays le plus satanisé aujourd'hui de l'Union européenne, eh bien, vous donne c'est presque comme tomber du cheval sur le chemin de Damas. Ça vous donne vraiment une autre perspective des choses. Et également cette intuition qu'aujourd'hui, les gardiens de cette Europe avant Maastricht, cette Europe qui respectait les règles, qui respectait les prérogatives des États membres et leur diversité culturelle, eh bien, ce sont aujourd'hui les représentants d'Europe centrale, et particulièrement la Pologne et la Hongrie, Merci. Qu'on n'arrête pas de massacrer. Moi, je voulais juste vous partager quelque chose qui est en train d'arriver en ce moment pour vous démontrer à quel point, mis à part donc les querelles juridiques, les querelles politiques, mais là, on commence vraiment à tomber dans le sadisme presque. Personne n'est au courant, mais un principe, d'ici le mois de novembre, la Hongrie va être virée du programme Erasmus.
180 000 étudiants hongrois, 2/3 de leurs universités, vont être virés du programme Erasmus pour une infraction totalement hypothétique, totalement imaginaire, et tout ça au nom de l'état de droit. Alors qu'on arrive à verser maintenant dans une situation qui en fait est entre Kafka et Orwell, eh bien effectivement là je pense qu'on a fait le tour de la question. Et dernière petite intuition aussi, s'il y avait quelque chose qui m'a bien remonté, qui m'a fait dire que plus jamais quelqu'un du PPE serait allié avec mon vote indirect, c'est quand j'ai écouté Mme von der Leyen dans son premier discours, sur l'état de l'Union, donc avant le Covid et avant la guerre en Ukraine, où elle pouvait vraiment se lâcher comme elle l'a fait, eh bien, c'est parler de toute cette idéologie du woke et surtout, pas seulement de dire, et ça c'est une phrase que je cite de la stratégie européenne LGBT qui dit qu'on va promouvoir l'autodétermination de genre, y compris parmi les mineurs. Ça c'est une phrase qui m'a retourné. Et en plus, c'est pas seulement ça, parce que pour moi la question c'est pas si on est pour ou contre. La question aujourd'hui c'est surtout de savoir est-ce que doit faire l'Union européenne, a-t-elle des compétences dans ce domaine-là? Et j'en ai sincèrement marre aussi de voir, en tant que juriste également, une Union européenne qui systématiquement viole le traité au nom des valeurs, donc qui préfère ne plus regarder ses propres règles pour, dans un élan messianique, aspirer des compétences nationales. La question du genre, la première question qu'on doit se poser, c'est pas si c'est bien ou pas, c'est qui doit décider. Et c'est au niveau national, c'est pas du tout au niveau de l'Union européenne. Et donc, moi, il y a une phrase dans le traité qui continue à me faire vibrer, qui pour moi est la plus belle, la plus limpide, c'est toute compétence qui n'a pas été attribuée aux États membres, à l'Union, pardon, dans les traités, appartient aux États membres. J'aimerais juste qu'on se tienne à cet article 5. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour ce premier tour de table. On va rentrer un petit peu dans le dur maintenant des différentes thématiques qu'on souhaite aborder dans cette table ronde. Et on va essayer d'expliciter en quoi, notamment, le bilan d'Ursula von der Leyen se distingue de celui de ses prédécesseurs. Quels sont les principaux griefs, à votre avis, qu'on peut lui adresser? Et puis, à l'inverse, est-ce qu'on peut lui reconnaître certaines avancées importantes dans le domaine de sa présidence de l'Union européenne? Je commence avec vous, Florence Kunz. Oui, alors le bilan de la première présidence von der Leyen, puisque vous avez bien compris qu'elle est candidate à un second mandat, et que finalement une quasi-unanimité se fait si on n'y prend pas garde et si on ne vote pas tous dans un autre sens en juin prochain. Ce sera un des objectifs, je pense, des conclusions de ce week-end. Le bilan de la première présidence von der Leyen, c'est vraiment l'union telle qu'on la craignait dans sa version maximaliste. C'est-à-dire à la fois une union sous leadership allemand, une union totalement vassalisée, atlantiste, et une union qui, effectivement, s'est à la fois éloignée des peuples et de la démocratie, avec une présidente qui, alors si je commence par la fin d'ailleurs, a décrété, non seulement à la Hongrie, mais a décrété justement au peuple européen à la fois comment il devait voter. Rappelez-vous la manière dont elle harcelait les électeurs italiens avant les dernières élections italiennes, qui a créé une sorte d'axe du mal, alors, dont elle a exclu l'Italie dernièrement parce qu'elle avait besoin de Meloni pour se rapprocher du PPE, mais ça c'est de la cuisine européenne, mais qui effectivement attaque systématiquement la Hongrie et la Pologne. Une présidente de la Commission qui dit au peuple européen les mots interdits dans l'Union européenne. Rappelez-vous les polémiques par exemple sur Noël, donc c'est même le vocabulaire européen qui est régi par la Commission. Ou encore la langue, puisque au tout début de sa présidence, des fonctionnaires européens s'étaient émus de ce que, oralement, les consignes étaient données au sein du cabinet de la présidente de ne plus utiliser d'autres langues que l'anglais. Donc, à la fois une présidente qui bafoue la démocratie et les États membres, une présidente de la Commission qui a fait le choix d'un atlantisme effréné, si l'on s'en tient à la période la plus récente, qui est celle depuis février 2022,
Von der Leyen a eu des accents de néoconservateurs que je pense l'Amérique n'espérait même pas. Si on reprend la rhétorique sur la Russie criminelle, acte de guerre, c'est elle qui a été à l'initiative sur les sanctions, c'est elle qui a été à l'initiative sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Elle a dépassé les États membres, et vous allez me dire, aucun, à part la Hongrie, n'a cherché à l'arrêter. Et enfin, une Europe allemande, puisque sous la présidence de Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, qui est arrivée à la présidence sous initiative française. Parce que ce matin, j'entendais quelqu'un dire on dit toujours la faute de l'Allemagne, mais finalement, c'est plus nos faiblesses que leurs forces qu'il faut incriminer. La candidature d'Ursula von der Leyen s'est faite à l'initiative du président Macron, qui ne voulait pas de Manfred Weber, le leader du PPE à Bruxelles, et qui a remplacé un Allemand par une Allemande, puisqu'il a soumis la candidature de von der Leyen. Et von der Leyen est arrivée à Bruxelles avec l'essentiel de son cabinet. Je vous rappelle qu'elle était ministre de la Défense à Berlin avant d'arriver à Bruxelles. Elle est arrivée avec les membres de son cabinet. Elle a fait un cabinet à l'allemande. Et elle a eu un calendrier dicté par les intérêts de l'Allemagne. Et là encore, vous vous demandiez également ce qu'elle avait fait de bien. Ce qu'elle a fait de bien, c'est qu'elle a eu le courage politique de faire ce qu'elle a fait et que nous, on n'a pas eu le courage de l'arrêter à aucun moment. Lorsque von der Leyen, lorsque le président Macron se rend à Pékin, il emmène la présidente de la Commission dans sa délégation. Les seuls au niveau européen à avoir osé la stopper, ce sont effectivement c'est Orban et j'allais dire à quel prix, puisque alors c'est d'Erasmus, mais on peut peut-être aussi citer les combines qui se nouent à Bruxelles, qui se nouaient avant l'été. Là aussi, au nom de l'état de droit, tout le monde s'agitait à la fois au cabinet de la présidente et au Parlement européen pour chercher la manière d'évincer la Hongrie de la présidence de l'Union, puisque 2024, ce seront 2 présidences très importantes. La première partie de l'année, c'est une présidence belge, au cours de laquelle ils vont essayer de nous fourguer tous les textes possibles avant les élections. Et la deuxième partie de l'année, on est sous présidence hongroise. Eh bien, au nom de l'état de droit, beaucoup s'agitent aujourd'hui à Bruxelles pour tenter de carrément supprimer la présidence hongroise. Donc on est vraiment dans un système totalement punitif de la part de von der Leyen, de son équipe, mais avec la complicité du Parlement. Donc, à l'intérieur de l'Union, les seuls à effectivement oser s'opposer à elle, et encore une fois, à quel prix, ce sont les Hongrois. Et il faut attendre que ce soit des États tiers qui nous rappellent quand même le sens des traités. Ce fut le cas de la Chine, puisque lorsque Macron a emmené von der Leyen dans la délégation française en Chine, les Chinois lui ont réservé un statut à sa hauteur, puisqu'ils ont accueilli le président comme un président d'un État membre de l'Union, et von der Leyen a eu des sous-rendez-vous avec des sous-représentants. Elle est partie prématurément, vexée, mais on l'a remis à sa place. Et de la même manière, Erdogan, à sa façon, vous vous souvenez du Sofagate, lorsqu'il a reçu von der Leyen à Ankara, il lui a bien fait comprendre que la présidente de la Commission n'avait pas le rang auquel elle-même prétend. Mais c'est quand même malheureux que ce soit des États tiers qui soient obligés de rappeler aux Européens et à la présidente quel devrait être son rôle institutionnel. Merci. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous avez... Tout est dit. En fait, si on prend un peu de recul, je crois, moi je vois 3 phases. La phase de l'Europe des nations, avec déjà des prémices supranationaux, mais contre lesquels avait lutté le général de Gaulle, par la politique de la chaise vide. Après, la phase intermédiaire, à partir de l'acte unique, traité de Maastricht et tous les traités contre lesquels on a voté, qui ont étendu la majorité qualifiée et qui ont créé un système très hybride, mais encore réversible. Et puis, la 3e phase qui arrive là, qui est la phase du coup d'État fédéraliste. Et moi, on ne peut comprendre pour moi von der Leyen, parce que je ne reviens pas sur tout ce que tu as dit, parce qu'on ne va pas se répéter à chaque intervenant, comme la mise en place de cette phase fédéraliste qui a pour objectif de kidnapper, de tuer la démocratie, puisque, comme vous l'avez dit très bien,
à partir du moment où même les coalitions ne permettent plus d'avoir une majorité, il faut supprimer le rôle des coalitions et des démocraties. Et comment on peut supprimer la démocratie? En tuant les nations et en créant une soft démocratie ou une soft dictature au niveau européen. Donc, von der Leyen, c'est pas simplement cette femme incompétente, corrompue, achetée au service de l'Amérique. C'est l'instrument de ce passage de la phase intermédiaire, ni fédéraliste, ni Europe des nations, au coup d'État définitif fédéraliste qui ficelle l'ensemble. C'est un peu comme dans les Aristochats, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Edgar qui met dans le sac tout le monde et qui les met dans la malle. C'est exactement ça. Et ce qui est très effrayant, et j'ai essayé de comprendre pourquoi, c'est pourquoi tout le monde s'écrase. Alors je crois avoir compris, l'Allemagne, c'est parce qu'elle est allemande et qu'elle sert les intérêts, l'agenda allemand. Et on l'avait très bien vu sur l'électricité, sur le nucléaire, etc. Donc elle sert. Les pays très atlantistes, elle est la pire des atlantistes, donc finalement, ça va. Les pays qui avaient des velléités, ils sont achetés parce qu'on a donné, en plus, à von der Leyen, la bourse. Parce que le grand changement du plan fédéral, c'est qu'on leur a donné des centaines de milliards. C'est ça le grand changement. Et c'est pourquoi ils tenaient tant à cela. C'est parce que maintenant, il y a le cordon de la bourse. Et je vais vous raconter une anecdote. Mercredi, à l'Assemblée, nous avons reçu en commission des affaires étrangères une délégation italienne. Fratelli Italia, la Lega et tout. Je me dis, tiens, on va peut-être avoir un petit moment de bonheur à la commission des affaires étrangères qui est présidée par Bourlange, dont vous imaginez mon malheur toutes les semaines. Stupéfiant, tous pro-commission. La Lega de Salvini. Donc j'interviens en disant, je croyais que les Italiens avaient voté. Et il m'explique que l'Europe a des défis considérables, qui sont les défis de l'Ukraine, l'agression russe, le défi du climat, enfin tout le verbiage de la Lega, de Fratelli Italia. Et puis en sortant, je discute avec quelques-uns, et sans révéler de secret d'État, ils me disent « Oui, mais on est pris à la gorge, on n'a plus un radis. Elle nous fait du chantage sur chaque crédit. Si on veut tenir 6 mois, il faut qu'on ait les crédits. Elle a les clés du magot. Voilà, on est tenu. Terrible. Terrible 1 an après. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que l'enjeu, c'est ce qui nous prépare maintenant. Et qu'est-ce qui nous prépare si on regarde l'agenda? 2 choses. D'abord, le passage de l'assassinat des nations à l'assassinat des individus. Parce que quand je dis ça, c'est la fin des libertés. C'est plus la fin de la liberté nationale, c'est la fin des libertés individuelles. Et j'insiste, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus en relisant tout. Je me suis plongé dessus comme je m'étais plongé à l'époque des traités quand je venais d'être élu député, parce qu'il faut lire. Il y a tout est écrit. Identité numérique, euro numérique, carnet de santé numérique. Là, vous avez tout qui est ficelé. Et ce qui est terrible, c'est que la nation disparaît complètement. J'ai oublié, pardonnez-moi, le dernier qui accepte tout ça, c'est la France. Pourquoi la France accepte ça? Moi, j'en suis certain, c'est parce que Macron veut succéder à von der Leyen. Donc, laissons faire le travail. Laissons faire le travail. Et d'ailleurs, même vous, ici, on s'est planté. Vous avez dit au début, la présidente de l'Union européenne. Elle a réussi ça. Elle est présidente de la Commission. C'est Michel qui est le président du Conseil. Donc déjà, nous, on dit la présidente de l'Union européenne. Donc Macron laisse faire parce que c'est son plan de carrière et qu'est-ce qui lui reste après? Je suis absolument convaincu, et c'est pour ça qu'il cède sur le prix de l'électricité vis-à-vis de l'Allemagne, c'est pour ça qu'il cède à tous les États, parce qu'il prépare déjà son élection ou sa nomination comme futur président de la Commission. Donc, je reviens à la suite. La 3e période se prépare avec von der Leyen, et c'est là où l'élection, et on en parlera dans le 3e temps de la table ronde, l'élection prochaine est vitale, absolument vitale, parce que c'est toutes les directives préparées avec l'horrible breton, et puis vous avez aussi, dernier point, le groupe franco-allemand. Je ne sais pas si vous avez lu l'espèce de travail de pseudo-universitaire qui prépare le terrain pour la disparition de tout droit de veto, pour le passage à un État fédéral autoritaire, définitivement rayant de la carte nos démocraties. Donc c'est ça qui est en jeu. Et là, on a la vieille théorie fumeuse fédéraliste, autoritaire, qui rejoint la disparition de nos démocraties nationales et la disparition des peuples. Donc
von der Leyen est un rouage essentiel de cela. Merci. Non, écoutez, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à dire, c'est que ici, on est entre souverainistes ou partisans de la souveraineté nationale et populaire, et on parle du bilan de Madame von der Leyen, comme si c'était notre bilan. Alors, on peut toujours se dire, bon, écoutez, il faut quand même être sérieux, il ne faut pas céder au principe de plaisir, et aller, on est des adultes maintenant, vers le principe de réalité, comme dit l'autre. Et il y a une réalité de la construction européenne, il y a bien cette dame, effectivement, cette ressortissante allemande qui est nommée à la tête d'une organisation internationale dont notre pays fait partie. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vous invite, d'abord on peut avoir raison seul, être en minorité, avoir parfaitement raison. Ça s'est vu déjà, même si je suis démocrate, je pense que le peuple peut se tromper, ou l'opinion populaire peut se tromper, et je comprends bien, et on sent tous que notre Europe, cette souveraineté européenne, tout ça, ça progresse dans les têtes, psychologiquement. Mais précisément, arrêtons-nous un instant. Je pense qu'il faut être dans le principe de réalité. La réalité, ce n'est pas que l'Union européenne est un État. C'est faux. C'est absolument faux. C'est ce que l'Union européenne voudrait faire croire. Mais ce n'est pas un État. Et en fait, l'Union européenne ne cesse de faire comme si. Ursula von der Leyen fait comme si c'était un chef d'État. Elle fait comme si c'était la présidente, tu l'as rappelé, de l'Europe. D'ailleurs, elle n'est que la présidente de la Commission. L'Union européenne, c'est une organisation internationale qui monte sur ses ergots, qui joue à l'État, exactement comme des enfants jouent aux Indiens et aux cow-boys. Mais attention, ce n'est pas un État. Et là, je vous parle de la réalité et d'un rapport de force politique, pas de quelque chose pour se faire plaisir entre souverainistes. Qu'est-ce que c'est qu'un État ? Les juristes éminents dans cette salle, ils le savent très bien. Un État, c'est un territoire, un peuple et un gouvernement. Ils jouent au gouvernement, ils ont un territoire, d'ailleurs c'est très américain, l'Union européenne, j'y reviendrai. Donc il y a, comme a très bien noté Régis Debray, le primat de la géographie, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de passé. Donc il y a bien un territoire, il n'y a pas un peuple. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire, il n'y a pas d'affectio societatis, il y a des peuples. Et c'est précisément le problème, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de démocratie. Quant à un État, qu'est-ce que c'est qu'un État ? Un État vient du fait qu'un peuple donne son consentement, alors en démocratie à l'impôt, mais en tout cas, un État vient du fait qu'il y a la différence entre une règle de droit, on va dire des choses plus simplement, et la politesse. La politesse et une règle de droit, c'est très différent. Si je ne suis pas poli, je n'aurai pas de sanction. Si vous n'obéissez pas à un État est armé. Un État est comme James Bond, il est licensed to kill. Un État, c'est quand il y a une police et quand il y a une armée. Si vous n'avez ni police ni armée, si vous ne pouvez pas faire feu, vous n'avez pas d'État. C'est un État fantoche, c'est un pastiche d'État. Ils ne sont pas armés. Autrement dit, tout se passe dans la tête. Ils vous ont convaincu que ce cirque avait une réalité. Il n'y a pas de réalité. La réalité est juridique, mais nous avons voté contre. Notre Constitution donne normalement le fin mot et le dernier mot au peuple. Ils ont soi-disant fabriqué ce truc contre notre volonté, et vous le savez. Donc ça passe par la tête. J'entends bien qu'il y a des problèmes maintenant. On est un peu gêné aux entournures entre la légalité et la légitimité. C'est parce que nous sommes tous des gens bien élevés que nous voulons respecter les règles et respecter la signature de la France. Mais qui est la France ? Le peuple français ou ses oiseaux ? Et le jour où les choses vont se décider sérieusement, qui va décider ? Est-ce que vous pensez 5 minutes que les traités ou les règles qui ont été passées vont tenir quand la colère du peuple se lèvera ? C'est une blague. Je vais vous dire, il a raison, le magot est important. C'est nous qui tenons les cordons de la bourse. L'Union européenne, nous la finançons. Ils vont nous envoyer des amendes, on va les jeter à la poubelle. Il va se passer quoi ? Ils vous envoyer la force armée ? Quelle force armée ? Pour nous obliger à quoi ? Je répète, tout ça se passe dans la tête. Et donc cet État de l'Union, on est en train de parler d'un État de l'Union, mais de quoi parle-t-on ? Qui ne voit pas qu'il s'agit d'un pastiche, d'une singerie des États-Unis ? L'État de l'Union, c'est le discours que fait le président des États-Unis d'Amérique. C'est une véritable nation, un véritable peuple. Et il y a un discours de l'État de l'Union. Qui est cette femme ? Qui a élu cette femme ? D'où sort cette femme ? Elle fait un discours de l'État de l'Union. De quelle union ?
vous voyez bien qu'il y a, depuis le départ, une singerie des États-Unis. C'est quelque chose d'absolument... Mais exactement comme il y a des gens qui imitent Claude François, ils ne sont pas Claude François. Voilà. Ils imitent les États-Unis d'Amérique. Enfin, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Qu'est-ce que c'est que cette Cour suprême? Qu'est-ce que c'est que ces pères fondateurs? Père fondateur, mais Jean Monnet, il faut l'enterrer au cimetière américain d'Arlington. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Tout est fou, tout est fou et tout est faux. Le drapeau à étoiles est fou. Elle parle anglais, cette femme. Je sais bien que sa famille vient de la Hanse et qu'ils avaient beaucoup d'esclaves aux États-Unis en 1826. La famille a fait sa fortune sur le coton. C'est bien pour eux, très bien. Mais enfin, et qu'il y a une fidélité de cette famille de Madame von der Leyen aux États-Unis. Mais en aucun cas, pourquoi parler anglais? Parce qu'il y a l'Irlande. Mais vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Maintenant, on ne va pas revenir sur les axes de Mme von der Leyen. Je veux juste réfléchir à cette question. Est-ce qu'il y a finalement des choses à sauver chez Mme von der Leyen? Et qu'est-ce qui, de son point de vue même, ok, je vais simplement, encore une fois, ne pas tomber dans ce panneau, ne pas faire le bilan d'une organisation dans laquelle je ne me reconnais pas, et le moment venu, le peuple français ne se reconnaîtra pas dans cette organisation, du point de vue d'un citoyen français que je suis. Quel est le bilan pour mon pays de ce qu'ils ont fait? Alors, je vous le dis, la grande avancée, on pourrait parler du vaccin, on pourrait parler de tas de choses. Effectivement, ça a été évoqué, du plus ukrainien que les Ukrainiens, etc. Bon, on en reparlera. Mais là, le point central, et effectivement, ça a été aussi évoqué, c'est la fuite en avant budgétaire. D'abord, ce n'est pas une relance, ce n'est pas un budget, il n'y a pas de budget. C'est un emprunt, et ça change tout. Deuxième chose, du point de vue français. Est-ce que si vous allez à la banque, que vous voulez emprunter 40 000 euros et que vous vous portez caution à hauteur de 67 000 euros, enfin, je pense que vous allez consulter un médecin, non? Il y a des trucs qui vont tourner. Ça se mélange là-haut, comme dirait M. Macron. Parce que c'est ce qu'on a fait. On a reçu 40 milliards, la France, et on s'est porté caution d'un emprunt de 67 milliards. Mais ça se mélange là-haut. Quel est notre intérêt à faire ça? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Alors, cette histoire d'emprunt européen à hauteur de 800 milliards, dont nous n'avons reçu que 40 milliards en se portant caution à hauteur de 67 milliards, le service de la dette, grâce à cette mécanique infernale européenne, le service de la dette cette année sera de 50 milliards. Donc on va recevoir 40 milliards jusqu'en 2026, alors que le système européen nous coûte cette année 50 milliards. Je pense que ça se mélange là-haut. François Coq. Bon, plus on avance, moins il reste à dire. Mais je vais reprendre le fil là où je l'avais laissé quand même tout à l'heure sur cette question de la démocratie. Parce que Mme von der Leyen, finalement, est l'incarnation de ce que j'ai décrivé tout à l'heure avec les histoires de grosses coalitions, puis de démocratie minoritaire, et in fine de ce qui est la nouvelle étape, l'impérium technocratique. Pourquoi je dis ça? Parce que Mme von der Leyen était ministre en Allemagne depuis 2004-2005, dans la première grande coalition, enfin la première depuis une cinquantaine d'années en Allemagne. Elle a passé toutes ces années au gouvernement avec Mme Merkel. Et puis, elle est arrivée en tant que présidente de la Commission européenne sous une forme quasi grande coalition, parce qu'elle est arrivée avec un coup de Trafalgar de M. Macron, qui a réussi à la placer là, mais malgré tout avec l'aval des Allemands. Et elle n'a pu s'imposer que sous la forme d'un régime minoritaire. Quand il a fallu passer au vote au Parlement européen, elle n'a dû son élection qu'à 7 voix, si je ne m'abuse, et avec une majorité pour le moins hétéroclite, avec un certain nombre de députés du PPE, mais avec aussi le Parti socialiste qui s'est rangé derrière elle, enfin le Parti socialiste, sauf ceux qui ne se sont pas rangés derrière elle, et puis avec des partis comme le Mouvement 5 étoiles ou le PiS polonais, avec bien sûr tous les amis de monsieur Macron. Et tout ça ne fait finalement jamais qu'une pseudo-majorité de circonstances qui n'est rien d'autre en réalité qu'une minorité et qui n'est majoritaire que parce qu'on veut bien la rendre majoritaire à un moment donné ou parce qu'on veut la croire majoritaire. Finalement, Mme von der Leyen incarne cette séquence de la démocratie à l'échelle de l'Union européenne. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est qu'au-delà de Mme von der Leyen, l'Union européenne mute sous sa présidence. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que Bruxelles, c'est une grande lessiveuse. C'est-à-dire qu'il y a des forces centripètes et centrifuges
qui se mélangent en son sein. Des forces centripètes, parce que Bruxelles rameute à elle tous les émissaires coloniaux qui agissaient jusque-là dans les différents pays de l'Union. Madame von der Leyen en est l'incarnation. Elle était ministre en Allemagne, elle était ministre de la famille, puis des finances et du budget, etc. Et elle est venue faire ses basses œuvres à Bruxelles, comme d'autres avant elle. Mais aujourd'hui, c'est la force centrifuge qui est l'élément nouveau au sein de l'Union européenne. Vous avez peut-être remarqué que depuis quelques mois, on ne compte plus, ou plutôt si, quelques-uns les comptent, le nombre de commissaires qui démissionnent, de commissaires européens qui démissionnent pour aller ensuite reprendre les rênes dans leur pays. Je pense à ce qui se passe par exemple en Bulgarie. En Bulgarie, ils ont voté 5 fois en 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi ? Parce que les gens ne veulent plus élire qui que ce soit dans ce pays. Ils ne veulent plus mettre en place de majorité. Ils refusent cette démocratie qui vise à confier le pouvoir à l'un et à l'autre, cette démocratie délégative. 5 élections en 2 ans. Devant le blocage, quelle est la solution ? Elle vient de Bruxelles. La commissaire bulgare a démissionné. Elle a passé un pacte avec les uns et les autres en Bulgarie pour mettre en place un gouvernement où le président du gouvernement changera au bout de quelques mois, qui lui permettra à elle, dans 9 mois, de prendre la tête du gouvernement. Mais ce n'est pas le seul exemple. Il y a quelques jours, on apprenait que Frans Timmermans, aux Pays-Bas, démissionnait de son poste de premier vice-président de la Commission européenne pour aller mener campagne et pour aller prendre le pouvoir aux Pays-Bas, dans un pays qui est lui aussi gangréné par ces grandes coalitions hétéroclites qui n'ont plus de sens parce qu'elles sont confrontées à l'éclatement de la scène électorale. Il y a quelques jours, quand Mme von der Leyen a fait son discours, elle a ramené sur le porte-bagages M. Draghi. Tiens, pourquoi a-t-elle ramené M. Draghi à nouveau sur le devant de la scène ? Sinon, pour lui proposer une porte de sortie peut-être à Bruxelles, sans doute plus sûrement à Rome. C'est sans doute ça qu'il y a derrière la tête. Nous avons bien sûr monsieur Breton, qui est le plus éminent angliciste de Bruxelles. Il faut le dire, c'est quelqu'un qui ne s'exprime absolument jamais en français. Il y a un certain nombre de commissaires qui parlent encore dans leur langue natale et dans la langue de leur pays. Monsieur Breton, absolument jamais, il ne parle qu'en anglais. Monsieur Breton est pressenti, si je ne m'abuse, pour conduire la liste de monsieur Macron aux élections européennes. Donc on a cette dimension centrifuge qui fait que Bruxelles envoie les siens pour se replacer dans les institutions nationales. Si je dis ça, c'est qu'il y a quelque temps, quand Bruxelles agissait, on l'avait vu avec M. Barroso, c'était juste la caste et l'oligarchie. M. Barroso, il repartait chez Goldman Sachs. Là, il y a cette volonté de rester dans les institutions et de reprendre la main dans les institutions nationales en plaçant les pions bruxellois. Et puis enfin, troisième et dernier point, si on doit faire le bilan de Mme von der Leyen très vite, parce que ça a déjà été abordé, c'est le fait que finalement c'est l'affaissement de l'Union européenne, Mme von der Leyen. Elle a pris la main par ce biais-là. Elle arrive à faire en sorte que la technocratie soit la seule décideuse, et on l'a vu sur la question ukrainienne. On a vu que c'est elle qui a posé toute seule comme une grande la candidature de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. On a vu que c'est elle qui a dit toute seule qu'il fallait aider et livrer des armes à l'Ukraine. On a vu comment elle s'est mise à la suite des États-Unis, notamment dans les rapports que nous entretenons avec la Chine, sauf qu'aujourd'hui, c'est le déclassement de l'Union européenne qui est à l'œuvre. Quand les États-Unis ont fait reculer leurs importations chinoises de 25%, nous, tous les jours, nous avons l'équivalent de 700 millions, tous les mois, nous avons 700 millions de déficit budgétaire avec la Chine. Voilà où en est le bilan qui est le nôtre. C'est un affaissement de l'Union européenne. Juste un chiffre pour avoir une bonne idée en tête. En 2008, il y avait à peu près, si je ne m'abuse, 14 000 euros de PIB aux États-Unis et au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons un déficit de 80% par rapport aux États-Unis. Ils sont grimpés à 26 000 milliards. Nous en sommes uniquement à 16 000 milliards. Voilà la politique qui est conduite. Voilà le déclassement de l'Union européenne auquel nous conduit Mme von der Leyen. Et ce déclassement de l'Union européenne ne serait pas si grave s'il n'était d'abord le déclassement de la France et des autres pays au sein de l'Union. Merci beaucoup.
Rodrigo. Merci beaucoup. Quitte à risquer mon scalp inexistant, je vais quand même donner 2 circonstances atténuantes à Madame von der Leyen et quand même un bémol. Alors les circonstances atténuantes, c'est qu'effectivement, jamais dans l'histoire de l'Union européenne, une présidente, un président a dû faire face à 2 crises majeures de suite. Covid plus guerre en Ukraine, c'était du jamais vu. Deuxième circonstance atténuante, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'élément le plus toxique aujourd'hui dans l'Union européenne, c'est le Parlement européen. Et c'est un Parlement européen qui aboie, qui intimide, qui a beaucoup de compétences d'ailleurs, parce que c'est un co-législateur. C'est-à-dire que l'immense majorité des directives de Bruxelles sont co-décidées par le Parlement européen. Le Parlement européen qui effectivement concentre la plus grande quantité de déficit démocratique, parce qu'effectivement ils sont élus au suffrage universel, oui. Mais une fois sur place, ils sont entourés d'ONG, il y a une espèce de chape psychologique qui les fait tous un peu réfléchir de la même façon. Et encore aujourd'hui, ils sont dominés par une coalition totalement hétéroclite, totalement Frankenstein, de laquelle le PPE fait partie, effectivement, qui en fait divise l'Europe entre les fédéralistes fanatiques et les autres. Et les autres, c'est plutôt nous, un souverainiste dans des différents degrés, mais par contre, le degré de fédéralisme que vous palpez au Parlement européen est énorme. Et en plus, encore une fois, comme je le disais, je tiens à le préciser, qui est complètement infiltré par l'idéologie woke. Moi, j'ai lu des déclarations, des résolutions du Parlement européen sur l'avortement au Texas. Alors bon, le problème, c'est pas l'avortement, le problème, c'est que c'est au Texas. Mais si vous êtes un Parlement européen, pourquoi vous faites des résolutions là-dessus? Et après, quand vous lisez effectivement que l'interdiction de l'avortement, soi-disant interdiction de l'avortement aux États-Unis, par exemple, affecte particulièrement les communautés homosexuelles, alors là, on est dans un degré d'intersectionnalité qui est absolument délirant. Et bien ça se passe au Parlement européen. Donc, ils intimident, et effectivement, ils seraient tout à fait capables de faire une motion de censure contre Madame von der Leyen en pleine crise. Et ça fait peur. Un bémol également, c'est qu'à mon avis, on ne devrait pas parler trop de Madame von der Leyen, mais plutôt de l'Union européenne en général. Les sanctions Erasmus contre la Hongrie, elles ont été adoptées par 26 États membres. Donc elles ont été proposées par la Commission, mais adoptées par 26 États membres. Et en général, l'Union européenne fonctionne comme ça. La Commission propose, les États membres et le Parlement disposent, après ils rendent leur copie à la Commission, et la Commission l'exécute, si vous voulez. Donc effectivement, attention, c'est plutôt l'Union européenne qu'on devrait cibler plus que von der Leyen. Et encore une fois, c'est vrai que là, on atteint le degré ultime de tous les problèmes qui finalement datent de Maastricht. Moi, si j'aimerais mettre un nom sur tous les problèmes aujourd'hui, je l'appellerais Maastricht, plus que von der Leyen. Et donc, voilà un petit peu les circonstances atténuantes que je le trouve. 3 grands reproches quand même, hein. J'en ai une bonne vingtaine, je vais me limiter à 3. Effectivement, vous avez parlé de budget. Vous avez tout à fait raison, c'est extrêmement inquiétant. Non seulement parce qu'on a des dettes communes maintenant dans l'Union européenne, qui vont coûter beaucoup plus cher, non seulement parce qu'effectivement on a multiplié le budget de l'Union, mais encore pire, c'est parce qu'on a laissé que ce budget c'est pas seulement un magot, c'est devenu un Colt 45. Donc le budget, c'est devenu une arme d'extorsion massive. Je vous le rappelle, ni la Pologne ni la Hongrie ont reçu un seul euro de l'argent européen qui leur est dû. C'est pas de la charité, ils ont mis de l'argent sur la table et ils n'ont rien reçu. Alors, pour reprendre votre exemple, Monsieur Bigot, c'est comme si vous alliez à la banque, vous empruntez 40 000 et vous êtes garant de 67 000. Pour la Hongrie et pour la Pologne, c'est comme si vous allez à la banque, vous empruntez 40 000, mais vous recevez 0. Mais rien, et vous êtes quand même responsable de 67 000. Et donc voilà ce qui se passe. Alors que franchement, en pleine crise économique, en pleine crise géopolitique, moi je pensais franchement que l'Union européenne allait devenir plus pragmatique. Et moi j'aime bien les gens pragmatiques, j'aime bien les organisations pragmatiques, c'est pour ça que j'aimais bien aussi l'Union européenne d'avant Maastricht. Et là, je me suis dit, bon, avec la guerre quand même, ils vont arrêter leur délire d'état de droit, ils vont arrêter de parler des droits des trans dans les écoles hongroises. Eh bien non, ils ont fait exactement le contraire. Sous la pression du Parlement européen, ils ont doublé l'extorsion financière. Et aujourd'hui, moi j'habite dans un pays qui n'a pas reçu un seul euro, alors que l'inflation était quand même à 25%, parce qu'ils ne sont pas très loin de l'Ukraine, ils ont vraiment des vraies conséquences de ce conflit-là. Et donc en fait, on a laissé adopter un règlement en décembre 2020, qui a été finalement confirmé par la Cour de justice donc en février 2022. Et tenez-vous bien, 3 jours après la dernière victoire de Viktor Orban par majorité absolue, 3 jours après, von der Leyen a annoncé les sanctions financières contre la Hongrie.
3 jours après. Je pense qu'au niveau com, vous auraient peut-être pu attendre 15 jours, non ? Eh bien non, 3 jours après au Parlement européen. Donc tout était prêt pour le faire. Et effectivement, là, au nom de l'état de droit, on prend cette notion extrêmement vague, extrêmement diffuse, et on en fait un aspirateur de compétences nationales, premier grand problème, et encore une fois, un instrument de chantage financier. Parce que finalement, quand vous avez déjà le monopole de lancer des infractions, ça c'est une critique juridique que je trouve absolument scandaleuse, la Commission européenne, elle poursuit les États membres si elle le veut et quand elle le veut. Et elle doit rendre compte à personne. Ça c'est dans la jurisprudence de la Cour européenne de justice. Donc vous avez déjà le droit d'intervenir si ça vous chante. Deuxièmement, vous avez une arme financière, donc un Colt 45 énorme, alors qu'avant, en fait, vous aviez un pistolet à eau. C'est ça aussi ce qui est très grave, c'est que pendant des décennies, l'Union européenne n'avait pas vraiment un pouvoir de faire respecter le droit européen. C'était plutôt des sanctions diplomatiques. À un moment, ils ont eu des petites sanctions financières si la Cour les entérinait après 10 ans de procédure. Et donc, finalement, ils avaient un petit pistolet à eau et ça s'est transformé en pleine crise en arme thermonucléaire, on va dire. Et là, ils vont l'utiliser avec un certain sadisme. Alors, la première sur la liste, c'est la Hongrie. Deuxièmement, ça sera la Pologne, surtout en fonction du résultat électoral du 15 octobre prochain. Et attention avec ça, mais attention, parce qu'on est en train également de faire de l'extorsion et de faire du chantage avec les valeurs de l'Union. Ces valeurs si vagues qui sont finalement, par art de magie, interprétées unilatéralement par quelques technocrates à Bruxelles d'une façon très très woke et qui deviennent finalement très très claires. Et faites attention, parce que au nom de la non-discrimination, qui fait aujourd'hui partie intégrante de la notion d'état de droit au niveau de l'Union européenne. La Cour de justice a dit « Ah oui, la non-discrimination, ça fait partie de l'état de droit ». Bon, déjà, c'est une espèce de pirouette juridique très, très, très contestable. Et encore une fois, ça donne énormément de pouvoir. Et si demain, c'était vous, au nom de la laïcité, parce que je vous le rappelle, la laïcité, c'est islamophobe. La laïcité, c'est discriminatoire. La laïcité, donc, serait contraire aux valeurs de l'Union. Et si c'est contraire aux valeurs de l'Union, eh ben vous allez peut-être avoir une infraction à la clé. Alors effectivement, la France est trop grande, la France est trop puissante, ça ne vous arrivera pas. Mais il y a 20 pays qui ont plus ou moins 10 millions d'habitants. Et si c'était contre eux ? Et pourquoi finalement, Mme von der Leyen a-t-elle laissé effectivement que l'Union européenne, elle a même multiplié, elle a mis le vent dans le dos de toutes ces dérives-là, au point de se demander si effectivement, et ça c'est un problème démocratique, c'est que l'Union européenne n'est pas devenue finalement un club libéral, un club globaliste, un club progressiste, effectivement, encore une fois, au détriment de ses propres textes fondateurs. Moi, quand je lis le traité, je suis un peu moins scandalisé que vous, parce que je trouve que si on l'applique tel quel, eh bien, il y a des choses à redire, mais encore une fois, il y a quelques règles d'or, il suffirait de les appliquer et on ne serait pas dans les problèmes qu'on a aujourd'hui. Quelque chose quand même à sa décharge, hein, quelque chose de positif qu'elle a fait très très récemment, mais je crois que c'est une anecdote qui est très, très parlante, parce que ça démontre aussi que parfois les grands mandarins changent d'avis une fois qu'ils sont confrontés à la réalité. Récemment, la Commission européenne a décidé de changer une des directives de la folie verte, Green Deal, sur le loup. Donc effectivement, le loup était hyper protégé par la législation européenne et finalement, Madame von der Leyen a changé son fusil d'épaule. Pourquoi ? Eh bien, parce que son poney préféré s'est fait bouffer par un loup. Merci. Comme on va pouvoir prolonger un petit peu, je vous propose, avant qu'on passe à la question des perspectives et de l'espoir aussi qu'on peut dessiner pour nos militants qui sont présents ici, est-ce que vous vouliez, les uns et les autres, réagir à ce second tour de table qui a été fait ? Non ? Très bien. Donc, dernière... Ouais. Allez-y. Très rapide. Pour vous répondre, parce que je suis complètement d'accord avec votre analyse très pertinente et claire, mais un pays comme la France est un contributeur net, comme vous savez. Donc là, l'avantage des pays qui avaient un intérêt financier à recevoir plus d'argent qu'ils n'en donnaient à l'Union européenne, évidemment, là maintenant l'Union européenne les tient. Je suis complètement d'accord avec vous. Quant à la menace d'Erasmus, pour avoir dirigé des établissements d'enseignement supérieur pendant longtemps, bon, c'est pareil, c'est un mécanisme. Les gens ne se rendent pas compte, la PAC, Erasmus, c'est de l'argent, on le donne et ils nous le redonnent.
Enfin, si on ne leur donne pas et qu'on le récupère, enfin, qu'on le dépense directement, ça passe pas plus mal. Hein. C'est on fait des échanges universitaires avec la Grande-Bretagne, ça marche très bien. Avec le Japon, ça marche très bien. Avec les États-Unis, ça marche très bien. Avec la Corée, ça marche très bien. On n'a pas besoin de passer par Erasmus pour faire des échanges. Alors, c'est assez pratique. Je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je suis d'accord avec vous, il y a des choses qui sont intéressantes dans la construction européenne. Moi, il me semble que le plus intéressant, c'était les tarifs extérieurs douaniers. Et c'est précisément ce qu'on n'a plus. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de garder ce carcan qui nous empêche de respirer et qui en plus est fondamentalement maintenant illégitime. Allez-y, Rodrigo. Le problème d'Erasmus, c'est que ce sont aussi les réseaux de mobilité que vous pouvez perdre. Et deuxièmement, c'est aussi le dommage réputationnel. C'est-à-dire que ces sanctions dont je vous ai parlé, elles n'ont pas encore été adoptées officiellement. Et pourtant, il y a déjà énormément d'universités hongroises qui ont été virées manu militari de certains projets. Et encore une fois, vous savez, Erasmus, c'est quand même le projet qui parle le plus. Moi, ma belle-mère, elle connaît Erasmus. On en a fait des films. C'est vraiment une des rares choses qui parle vraiment au cœur. C'est les trucs les plus sympas et plus réussis. C'est un des trucs les plus sympas. Je veux dire, c'est comme on disait avant, il y a même une légende apocryphe, c'est 9 millions de bénéficiaires d'Erasmus et on dit même que c'est 1 million de bébés Erasmus. Vous voyez, c'est quelque chose qui a vraiment percé le carcan bureaucratique, etc. Ça parle à beaucoup de gens, ça fait rêver quand même. Moi, je l'ai fait, je me suis quand même bien amusé. Et encore une fois, la Turquie fait partie intégrante d'Erasmus. Je suis ravi pour eux. L'Islande en fait partie, la Serbie en fait partie, beaucoup d'États tiers en font partie. Et tout d'un coup, vous utilisez l'arme la plus populaire d'une manière totalement sadique et infâme contre un pays. Donc il y a aussi il y a une question de principe derrière, une question de principe qui, moi, franchement, me fait vraiment couler du sang dans mes veines, quoi. Et après, quand même, l'Union européenne, avant Maastricht, il y avait quand même un bon argument qui reste d'actualité. Le marché marche bien. Je suis désolé, le marché intérieur, c'était une machine à prospérité dans les années 60, ça le reste aujourd'hui. Et effectivement, moi j'aimais bien cette Union européenne qui s'occupait de choses emmerdantes en fait, quoi. Hein, moi j'aimais bien cette Union européenne qui s'occupait de la résistance des machines à laver, qui les harmonisait, etc. Parce que finalement ça faisait tourner bien la machine. Quand ils sont devenus politiques avec Maastricht, ça a été la fin de la lune de miel. Effectivement, c'était le début de cette Union européenne qui est finalement subie d'en haut plus que désirée d'en bas. Passons aux perspectives, en particulier pour tous ceux qui sont, et la salle en est pleine, attachés à la souveraineté nationale et populaire. Ce que j'aimerais qu'on fasse dans cette dernière partie, c'est concrètement dessiner des perspectives, comment retrouver des marges de manœuvre. Est-ce que, à l'inverse, certaines décisions sont irrévocables? Et puis, quelles modalités d'action? La sortie de l'Union européenne est-elle envisageable? Est-ce qu'on peut passer par de la désobéissance ciblée? Comment on reprend en main certaines politiques? Est-ce que la politique de la chaise vide, qui va parler évidemment aux gaullistes, est encore possible aujourd'hui? Et puis peut-être dessiner ensemble le calendrier des prochains mois, les principaux enjeux aussi, et ce qui pourrait changer quant aux résultats des élections du 9 juin 2024. Je commence avec vous, Florence Kuntz. Vaste programme. En 2 temps d'abord, ce qu'on pourrait changer avant d'évoquer peut-être 2024 et les enjeux de l'élection. Alors, ce qu'on pourrait changer impose d'abord de faire un constat honnête de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Et en tout cas, voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. On est nombreux ici à essayer de combattre l'Europe, l'Union européenne depuis 92. Les temps ont changé et on n'a pas les mêmes armes qu'en 92. Et la France aujourd'hui est tellement affaiblie au sein de l'Union et tellement affaiblie au dehors de l'Union pour ce qui me concerne, je pense qu'on n'a pas les mêmes armes qu'avant. Par exemple, je pense qu'un Frexit n'est pas possible, tout simplement parce que lorsqu'on sort de l'Union, il faut créer d'autres alliances. Et aujourd'hui, la France est nue. On est là aussi nombreux à avoir tenté de dessiner une union euro-méditerranéenne. Julien Le Premier, Henri Guénaud également. J'ai bien dit que c'était un point de vue personnel, j'ai commencé par ça. S'il vous plaît.
on est nombreux à avoir tenté une union euro-méditerranéenne pour donner à la France justement d'autres perspectives à l'époque. Même cela, ce ne serait plus possible aujourd'hui. Regardez l'état de nos relations avec le Maghreb, regardez l'état de nos relations avec le Moyen-Orient, regardez l'état de nos relations avec l'Afrique subsaharienne. Force est de constater qu'aujourd'hui, nous sommes très faibles. Que peut-on faire, selon moi, là encore? Je ne pense pas qu'il faille ouvrir la boîte de Pandore de la révision institutionnelle. Elle est en route. Elle est en route parce que dans le programme de 2024, vous avez effectivement des perspectives d'élargissement qui sont, selon Charles Michel, à court terme, puisqu'il annonce, lui, 2030. Van der Leyen est moins affirmatif sur les délais. Mais dans le cadre de cet élargissement, on a déjà des premières propositions qui tournent sur la révision institutionnelle. Cette révision institutionnelle, elle va se faire au détriment de la France. Elle va se faire également d'ailleurs au détriment de la Hongrie, puisque l'on parle de réviser l'article 7 et de réviser la majorité de blocage sur l'article 7. Aujourd'hui, sur l'article 7, celle qui permet d'attaquer alternativement la Hongrie et la Pologne, vous avez une majorité, unanimité -1, ce qui permet aujourd'hui à la Pologne de protéger la Hongrie et vice-versa. Dans les propositions qui sont faites aujourd'hui, on tend vers une majorité des 4/5, ce qui permettrait effectivement non seulement de poursuivre plus facilement les deux États maudits de l'Union, mais pourquoi pas la France? Moi, je vous rejoins complètement sur la menace qui pèse aujourd'hui sur la France. Donc les perspectives de révision institutionnelle ne nous sont pas favorables. Elles ne nous sont pas favorables parce que de toute façon, cet élargissement, il sera aussi l'occasion d'une révision du seuil de la majorité qualifiée. Et la révision du seuil de la majorité qualifiée, elle se fera au profit des petits États, donc elle se fera aussi forcément au détriment de la France. On parle également d'élargir, en tout cas de réduire le nombre de cas où l'unanimité se fera. On peut aller demain vers la fin de l'unanimité en politique étrangère. On n'a plus de politique étrangère autonome à Bruxelles. La communautarisation de la défense depuis le début de la guerre en Ukraine aboutit de fait à une politique européenne commune. Donc on peut aller jusqu'à la fin de l'unanimité sur la politique étrangère. Donc moi, je suis pas favorable non plus à une révision institutionnelle, parce que dans la situation qui est la nôtre, de toute façon, toutes ces pistes nous sont défavorables. En revanche, et je rejoins ce qui a déjà été dit, par exemple par Guillaume, on a des moyens d'agir qu'on n'utilise pas. Ce matin, je crois que c'est Anne-Marie qui parlait du mental. On a un problème de mental en France. On a un problème de mental parce que, quelle que soit la situation, quel que soit le texte qui est proposé par la Commission ou par le Parlement, on arrive pour défendre l'intérêt européen. On est les seuls. Les autres arrivent pour défendre leurs intérêts nationaux dans le cadre européen. Et concernant les pays tiers, je pense à la Chine ou aux États-Unis, on arrive pour défendre ses intérêts nationaux via l'Union européenne. Il n'y a que nous qui nous mettons dans cette situation. Et alors qu'on a des options, y compris dans le cadre du marché commun. Je ne serais pas aussi optimiste que vous sur le marché unique, parce que le marché unique, c'est la guerre. Le marché unique, c'est la guerre au sein des pays membres depuis 1986, exacerbée depuis l'intégration européenne. Et l'Allemagne nous le fait bien payer. Les Pays-Bas nous font bien payer en étant le hub chinois et en nous revendant au sein de l'Union tous les produits qu'elle importe de Chine. Et le marché commun, c'est pas si idyllique que ça. Mais on a des moyens d'agir. On est contributeur net, on a les moyens de dire non à des politiques. On a des moyens de troquer. Quand on est attaqué sur une politique européenne, on a les moyens de répliquer sur d'autres politiques. Regardez comme la Pologne se défend aujourd'hui, en tout cas défend ses agriculteurs, en n'hésitant pas à répliquer fortement aux menaces sur les céréales et en disant « je bloque aujourd'hui les céréales ukrainiennes et je bloquerai demain la PAC si l'Ukraine veut entrer dans l'Union européenne ». La France n'utilise jamais cette arme-là. Elle n'utilise jamais. On vient de se voir infliger, et là je vous rejoins, il n'y a pas que la Commission qui soit fautive, on vient de se faire infliger par le Conseil, c'est-à-dire par les États membres, ce qu'on appelle la Facilité européenne pour la paix, qui est un fonds budgétaire dédié, indépendant des politiques européennes, puisque les fonds européens, le budget européen ne peut pas servir à faire la guerre. On a créé un budget ad hoc qui est alimenté par les États sur un pur principe de solidarité.
Chaque État contribue à hauteur de son revenu national brut. La France est parmi les plus gros contributeurs. On abonde à 20% environ de ce fonds. Pour aider des pays membres de l'Union à acheter des armes pour eux-mêmes aller fournir à l'Ukraine de l'armement américain. On n'a même pas été capable, dans le cadre de ce programme, qu'on est parmi les premiers à alimenter. On a déjà versé quelque chose comme 630 millions d'euros sur cette année, sur ce fonds européen. On n'a même pas été capable d'imposer à nos partenaires un retour sur investissement qui aurait pu consister, par exemple, à acheter de l'armement français, puisqu'il existe. On n'a même pas été capable, en échange, d'imposer une réduction sur d'autres politiques, ou un chèque sur la PAC à venir, puisque notre PAC est de plus en plus menacée, elle le sera plus encore avec l'élargissement. Donc c'est d'abord un problème de mental, je pense, et ça se fait indépendamment de toute révision constitutionnelle, mais pour ça, il faut évidemment des élus qui aient le mental. Merci. Alors, pour être très franc, c'est le défi le plus difficile. Et je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. Pour moi, il y a trois solutions. Enfin, il y en a 4. Il y a la solution actuelle, on laisse tout filer, c'est l'abandon total. Il y a la première solution qui est d'exploiter la marge des traités et de jouer du rapport de force. Ça, c'est évident qu'on pourrait le faire. Et on pourrait le faire sur beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Il y a la deuxième solution qui est de casser cette organisation partie sur une pente fédérale pour la remettre dans le lit de l'Europe des nations, qui exigerait un rapport de force considérable, avec la menace même d'un Frexit. Et puis, il y a la troisième solution, ou la quatrième si on compte l'abstention, mais j'en parle pas, qui est d'oser le Frexit. Je reviens sur les trois, parce que j'ai tellement réfléchi, et je suis entre la deuxième et la troisième, si je puis dire, ou du moins sur la deuxième, mais je penche de plus en plus vers la troisième, et je vais vous dire pourquoi. La première, l'exploitation de la marge, peut-être, mais le système est allé tellement loin, a tellement gangréné tout, que je crois que ce sont des sables mouvants. Et on le voit très bien avec Mélanie. Alors, on a l'atout, c'est vrai, heureusement, d'être contributeur net. Mais on a tellement été enfermé dans un système juridique avec un ensemble de pièges que je ne crois pas possible durablement d'exploiter la marge. C'est-à-dire qu'un gouvernement, la première année, pourrait exploiter la marge s'il y avait des gens comme nous au pouvoir. Mais d'abord, ce n'est pas fréquent. Et deuxièmement, au bout de 6 mois, ils caleront. Pour plein de raisons. La puissance des médias, la puissance du lobby atlantiste, le besoin de renvoi d'ascenseurs, etc. Donc moi, je crois que, de toute façon, ils vont nous forcer à aller vers la 2 ou la 3. Parce qu'eux, ils ne veulent pas en rester là. Eux, ils sont dans un agenda maintenant fédéraliste. Eux, ils sont convaincus que ça ne peut pas rester entre les deux. L'avantage que j'ai avec la commission présidée par Bourlange, c'est que Bourlange est là et nous explique leur position. Et leur position, c'est de dire, on a fait les tranches de saucisson, vous savez, l'éternel truc, on l'a fait par tranches de saucisson, traité après traité, pour pas que les gens s'en aperçoivent. Mais maintenant, ils ont compris, ils ont voté non, ils savent que c'est antidémocratique. Et donc, si on saute pas, si on ne profite pas d'un moment de faiblesse pour kidnapper le système et passer au saut fédéral, on va reperdre du terrain. Parce que les différents États vont... Donc, ils veulent faire le coup d'État fédéral. Ils veulent le faire. Et donc, nous, peuple français, et nous, responsables politiques, on a une responsabilité historique à dire, maintenant, stop. Et on a tout pour le faire. Et là, je rejoins Guillaume. Autant je ne suis pas d'accord avec Guillaume quand il dit il n'y a rien, c'est du papier. Non, il y a tout un ensemble de règles juridiques très fortes. Mais en revanche, on a la capacité de dire stop. Et là, il y a 2 solutions. Moi, la différence de Florian Philippot, on en a discuté des heures, et avec Asselineau aussi, je ne crois pas qu'on puisse parler de Frexit d'un coup. Je crois qu'il faut faire ce qu'a fait le général de Gaulle avec l'OTAN. C'est-à-dire, si nous arrivions au pouvoir, je l'ai écrit dans un bouquin pour la présidentielle, moi je prendrais 4 mesures immédiates. 1, j'exploiterais Schengen, rétablissement du contrôle aux frontières tout de suite. Ils peuvent brailler, on contrôle nos frontières. 2, suspension de tous les versements au budget, puisque c'est nous qui payons. Donc là, on a un levier extraordinaire.
3, rétablissement de la primauté du droit national. Et là, Henri Guénaud vous l'expliquera peut-être demain. Il nous l'a expliqué quand il est venu aux universités de Debout la France l'année dernière. C'est pas dans les traités et on peut rétablir le droit national intelligemment, parce que c'est une construction, le célèbre professeur me le confirmera, jurisprudentielle, et on a une possibilité. Et puis 4, s'exonérer de toutes les règles de la Commission en matière de soutien industriel. Là, on viole les traités d'une certaine manière, plus ou moins. Mais qu'importe, la France peut dire stop. Et à partir de là, on envoie un mémorandum à tous nos partenaires, comme avait fait le général de Gaulle sur l'OTAN, en disant « je vous propose un traité alternatif ». Et il y a peut-être beaucoup de pays et d'opinion publique qui seraient contents d'avoir la France qui tout à coup dit « stop ». Pourquoi Et c'est parce que nous sommes faibles, Florence. Parce que la France est nue, qu'elle doit être totalement droite. Sinon, on est foutu. Si on prend le prétexte « ah ben non, on est affaibli, on ne peut pas », mais on ne fera jamais rien. C'est fini. Et donc, je crois qu'il faut cette renégociation des traités pour revenir à l'Europe des nations. Si nos partenaires ne veulent pas, si on est mis en minorité, si c'est la bérésina au niveau du Conseil, référendum et on s'en va. Et si on s'en va, il n'y a plus d'Union européenne. Parce qu'il n'y a plus de contributeurs. Parce qu'il n'y a que l'Allemagne. Et l'Allemagne, les amis, l'Allemagne, elle ne va pas payer pour tout le monde. Ça, c'est clair. Parce que ça change aussi en Allemagne. Et je pense qu'on a un levier extraordinaire. Alors pourquoi ma différence avec Florian Philippot et Asselineau? Pourquoi je ne parle pas de Frexit? Parce que si le général de Gaulle, en 1957, avait dit aux Français on va faire l'indépendance de l'Algérie et on va faire le nouveau franc et on va sortir de l'OTAN, je pense qu'il ne revenait jamais en 1958. Et je pense malheureusement que nos compatriotes n'ont pas encore compris et qu'ils sont encore un peu effrayés par le Frexit. Alors, vous allez me dire, tu es plein de contradictions, et c'est vrai, je vous donne les armes de mes opposants. À la fois, tu dis il faut aller vers le Frexit, en fait. Non. Le Frexit, c'est une modalité de divorce. Est-ce qu'on fait rêver un peuple sur un divorce? Un divorce, c'est toujours douloureux. Et les Français ne sont pas les Anglais. Pas la même histoire, nous sommes continentaux, on a une histoire européenne, continentale. Et donc, moi, je crois qu'il ne faut pas partir faire de programmes politiques une méthode. Il faut plutôt partir l'indépendance de la France, la liberté de la France, la liberté des Français, dans un cadre de coopération à la carte, sur des projets qui permettent d'affronter la Chine et les autres. C'est l'Europe des nations et des projets. Parce que ça, c'est un horizon positif qu'on donne aux Français. Et on les rassure en leur disant « oui, on va reprendre notre liberté, oui, ça va être exigeant, oui, ça va tanguer, mais on n'est pas du tout pour être tout seul au milieu de l'Atlantique, parce qu'on n'est pas anglais, on est continental. » C'est une petite nuance. Alors on me dit, vous voyez, je vous donne tous les pour et les contre, et on en discutera, et tu viens samedi aux universités de Debout la France, samedi prochain, vous êtes invité aussi. Est-ce qu'on va jusqu'au Frexit comme drapeau pour être clair, ou est-ce qu'on parle de renégociation et de reconstruction d'une Europe des nations? En fait, c'est quasiment la même chose, mais ce n'est pas le même affichage. Parce qu'on peut dire Frexit, mais si on n'est que 3% des Français à le vouloir et qu'on fait le jeu des fédéralistes, c'est embêtant. Voilà pourquoi je persiste à croire que la seule issue, c'est un gouvernement très fort qui ose tout parce que justement nous ne sommes plus grand-chose, mais on peut redevenir quelque chose, et qui dit clairement à nos partenaires, voilà l'Europe des nations et des projets qu'on vous propose. Plus facile à dire qu'à faire. Moi, je pense que on ne sait pas d'abord l'histoire qu'on fait, mais il me semble qu'on n'est pas complètement sorti de l'épisode mondialisation qui est en train de s'achever, mais on est toujours dans cet épisode de mondialisation. Ça a commencé un peu avant la chute du mur de Berlin avec Reagan, Thatcher, ça a été accentué par la chute du mur de Berlin. Cette histoire de marché mondial est contemporain avec ce qu'on a vendu aux gens, c'est-à-dire qu'en fait, il faut protéger la démocratie, enfin, il faut empêcher le peuple de salir la démocratie, donc on va empêcher le peuple de mal voter, comme dit l'autre, on ne vote pas contre les traités. C'est cohérent, ça défend des intérêts économiques qui sont très puissants, et ça défend aussi, évidemment, un ordre juridique qui est imposé à l'ordre politique. Ça, c'est quand même très important à comprendre. On ne vote pas contre les traités. Voilà, je pense que tout est dit. Donc l'idée, l'état de droit, c'est empêcher le peuple d'abîmer la démocratie dans leur raisonnement, et l'état de droit, c'est le droit qui paralyse l'État. Enfin, ça me paraît très clair. Et en réalité, qu'est-ce que c'est que l'Union européenne?
Et qu'est-ce que c'est que cette dialectique entre l'État et le droit? D'abord, quand on regarde les choses sur le long cours, moi je ne suis pas juriste, mais enfin, quand on regarde un peu l'histoire, on se rend compte que, surtout en France, c'est l'État qui a fait le droit, c'est pas le droit qui a fait l'État. Et ce droit-là, il était à la main des puissants. Il y a toujours un rapport de force politique. J'en reviens à cette histoire de qui a le pouvoir de commander, de décider, qui a le feu, qui a... Vraiment, la politique est affaire de rapport de force. Donc quand vous avez le pouvoir, vous faites dire aux juristes ce que vous avez envie qu'ils vous disent. Et ils vous fabriquent des règles ad hoc, pointe à la ligne. C'est aussi simple que ça. Or, comment s'est fabriquée l'Union européenne? Et on va boucler la boucle. Elle s'est fabriquée. C'est Clémenceau qui disait la Grande-Bretagne, c'est une colonie française qui a mal tourné. Moi, je pense que l'Union européenne, c'est un délire de technocrates français qui a mal tourné. C'est la raison pour laquelle, si la France ne veut plus de l'Union européenne va s'arrêter tout de suite, très rapidement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, la France s'est constituée, vous le savez, la nation, le peuple s'est constitué par l'État. Comment l'État a avancé? Il a abaissé les jurons, les octrois, les barrières, il a harmonisé, il a unifié. C'est exactement le processus de l'Union européenne. Et ce sont nos juristes, ce sont nos gens, d'une certaine façon, qui ont investi cette espèce de machine folle et qui ont abouti à cette utopie. Voilà, c'est une utopie pour une raison simple. Nécessité fait toujours loi. Moi, je n'invoque pas le principe de plaisir, je ne me fais pas plaisir, je vous rappelle simplement des règles de pesanteur. Voilà, ça tombe. C'est comme ça, c'est l'histoire. Vous pouvez toujours vous égosiller en disant « l'Algérie, c'est la France », le droit dit que l'Algérie, c'est la France. Les gens ont ça dans la tête, ils ont l'impression que là, on a l'état de droit, on ne peut pas toucher un traité, oh là là, mon Dieu, et qu'est-ce qu'on va faire ici, on n'a pas la majorité des 4/5e. Mais c'est dans la tête que ça se passe. Derrière la tête, il y a des rapports de force réels. Vous voyez bien que l'Algérie, ce n'est pas la France, enfin. C'était une évidence. Les gens pouvaient le croire. Mais il y avait un rapport de force et le sang avait commencé à couler. Et donc, il était inéluctable. Les choses, à un moment, s'imposent d'elles-mêmes. Le rapport de force s'impose. Nécessité fait toujours loi. Toujours dans l'histoire. Ce système est fou. La nécessité est contre ce système. Ça ne veut pas dire que les gens en ont conscience aujourd'hui. Évidemment qu'ils n'en ont pas conscience. Bien sûr qu'ils n'en ont pas conscience. Bien sûr qu'ils sont effrayés à la perspective de sortir de l'Union européenne, etc. Tout ça est vrai. Bien sûr que si on leur dit le Frexit, ils ne vont pas y aller, etc. D'abord, ce n'est pas à nous et à personne de dire si Frexit ou pas Frexit. C'est au peuple français de le dire. Peut-être que le peuple français veut faire l'Europe, j'en sais rien. La dernière fois, il ne voulait plus, en tout cas, avancer dans cette direction. Donc peut-être que le minimum, là aussi, c'est une affaire de rapport de force, sinon les choses vont dégénérer au plan de l'ordre public. C'est de rendre la parole au peuple français. Ou alors qu'on le dise, on n'est plus en démocratie. Mais si on est en démocratie, il faut au moins respecter la parole du peuple et revenir sur ce divorce. Ensuite, pour avancer, moi, je pense que le problème n'est pas les traités. Il y a un problème dur, il y a le point dur de l'Union européenne, ça nous amènerait dans les considérations économiques, techniques, etc. En réalité, c'est la monnaie. Tout le reste, c'est pas du vent, mais tout le reste, c'est de l'argent qu'on donne et qu'on reçoit, et ça peut s'arrêter, et ce sont des traités qui peuvent être déchirés et mis à la poubelle. En revanche, et qui seront mis à la poubelle si le peuple en décide comme ça d'ailleurs, même si ça défrise certains, c'est comme ça que ça se passe dans l'histoire. Par contre, là où il y a un point dur, évidemment, c'est la monnaie. Là, c'est une question redoutable, beaucoup plus complexe. Mais je pense que le rapport de force, là aussi, est tel, on va rentrer dans les détails, que si d'aventure des gens qui étaient favorables, je ne dis pas à la souveraineté, juste à respecter le peuple français, d'aventure venaient aux affaires, ils pourraient se servir d'ailleurs pour installer une négociation de l'euro, en fait, finalement, comme un passager clandestin. Ils pourraient s'en servir, être d'ailleurs protégés plus ou moins contre les spéculations, etc. Et donc installer effectivement une négociation. Ensuite, eh bien, il faut être modeste, on ne sait pas l'histoire qu'on fait. Peut-être qu'il sortira quelque chose de cette coopération avec les États européens. Je reviens à cette idée de tarifs communs extérieurs. Il y a quand même un effet de levier pour négocier avec la Chine, avec les États-Unis, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce cinéma, cette espèce d'union soviétique incroyable, gardez vos drapeaux européens, je vous assure, hein, vous les vendrez plus tard chez les brocanteurs, c'est sûr et certain. Sûr. En tout cas, il me semble que le rapport de force est tel que le problème qui se pose à nous me semble être davantage un problème de politique française intérieure, parce que si les Français décident de ne plus faire de plus avancer, même de revenir en arrière, ça se fera. Le problème politique qu'on a, c'est qu'il y a juste une prise de conscience par rapport à nécessité fait loi, il y a une prise de conscience sur la question de l'immigration et de la sécurité. Cette prise de conscience, elle est faite, elle est là. Et d'ailleurs, malheureusement, ou heureusement, ça dépend des points de vue, le souverainisme penche un peu vers la droite, à mon avis, beaucoup trop vers la droite. Mais c'est comme ça. Et donc, il y a cette prise de conscience. Les gens ne sont pas conscients
que la question de l'appauvrissement, de la prospérité, de l'absence de production, c'est le même problème de frontières et le même problème d'abandon. Quelle est cette folie consistant à se dire on va s'appauvrir de plus en plus au profit de la Chine, au profit des États-Unis, au profit de l'Inde? C'est les dernières négociations de von der Leyen. Ce n'est pas durable, ce n'est pas viable. Nécessité fait loi. Mais je suis réaliste. Je constate que s'il y a une prise de conscience sur l'immigration et l'insécurité, l'islamisme, etc., je suis dans une chaîne où ils en parlent abondamment, malheureusement ou heureusement, il n'y a pas cette prise de conscience sur la question économique et il n'y a pas de connexion entre la nécessité de frontières économiques, tout simplement pour arrêter de perdre notre sang. On se vide de notre sang, en fait, économique. Voilà, il n'y a pas, cette prise de conscience n'existe pas. Et tant qu'il n'y aura pas, sur le plan de la politique intérieure, une connexion entre ces deux problèmes, on n'arrêtera pas la machine infernale. Il y a une époque où, quand on abordait la question de ce qu'il convient de faire pour essayer de sortir de la situation, on cherchait les moyens techniques. On évoquait la question du principe de subsidiarité, qu'il faudrait inverser, il ne faudrait plus le laisser dans la main de la Commission, mais le rendre aux États et au Conseil. On évoquait la question du droit de veto, on évoquait la question, dans certains cercles, d'un plan A, d'un plan B. Quand est-ce qu'on a le droit de désobéir? Est-ce qu'il faut créer un rapport de force avant ou est-ce qu'on désobéit tout de suite? Enfin, il faut qu'on se libère, en fait. Tout ça n'a plus lieu d'être. Tout ça n'existe plus depuis 2020. Tout ça n'existe plus. Les gens qui ne veulent plus répondre droitement au traité n'y répondent plus. Ils s'en sont affranchis, tranquillement. Ils n'ont pas demandé la permission. Il n'y a que nous autres Français qui demandons la permission et qui levons le doigt gentiment comme un bon élève au premier rang de la classe. Ce qu'est M. Macron. Les autres ne font pas ça. Si on veut s'affranchir des règles, on s'affranchit aujourd'hui des règles dans cette Union européenne. Et est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire le choix d'essayer de la changer de l'intérieur, avec le degré de consanguinité que j'ai essayé de décrire tout à l'heure entre ceux qui sont à Bruxelles et les émissaires coloniaux qui reviennent dans les différentes capitales? Est-ce que c'est ça aujourd'hui la solution pour s'en sortir? Non, je ne crois pas. La solution ne viendra pas de l'intérieur, donc elle viendra en reprenant la main et notre pouvoir de décision dans le cadre national. Alors pour faire ça, comment on fait? On a devant nous une échéance électorale, les élections européennes. Ça vaut ce que ça vaut. Mais enfin, ne soyons pas naïfs au point quand même de penser qu'on pourra changer les choses par les élections européennes. On peut semer des graines. Il faut semer des graines. Il y a des sujets sur lesquels on peut avancer. Il y a des sujets sur lesquels on doit avancer parce que c'est l'actualité et on en aura besoin pour la suite. On évoquait à l'instant la question des échanges et du protectionnisme. Mais enfin, les États-Unis mettent en place du protectionnisme. La Chine met en place du protectionnisme. Les BRICS se regroupent et mettent en place des échanges, soit en yuan, soit dans les monnaies locales. Et nous, la réponse à l'Inflation Reduction Act américain, le plan climat de Mme von der Leyen, c'est pour dire, et je la cite, c'est pour dire que ça va permettre de développer des échanges équitables et ouverts. On va à contresens de l'histoire. Tout le monde a pris une autre direction et nous continuons à nous enterrer avec l'Union européenne. Alors au moins sur cet aspect-là, si sur le fait de dire, comme vous avez été plusieurs à le dire que tout à l'heure, qu'en dernier ressort, le peuple et ses représentants nationaux doivent avoir le dernier mot. Si sur cette chose simple nous arrivons à avancer, alors nous aurons fait œuvre utile pour les moments qui sont les vrais moments de bascule pour nous dans ce pays. Je suis contre le présidentialisme et contre cette élection présidentielle telle qu'on la connaît depuis maintenant des années. Mais enfin, c'est là aujourd'hui que se joue la vie politique. Pas à un autre moment. Pas à un autre moment. En 2022, il y a eu une élection. Vous avez entendu parler d'Europe, vous? Vous avez entendu parler de l'Union européenne? On vous a présenté un bilan de ce qui se faisait. Quel était le bilan comptable de M. Macron et des siens? Rien. Jamais. Ben, nous, on a modestement, avec ce que nous sommes, avec ces convictions qu'on a chevillées au corps, nous avons le devoir de remettre ces questions sur le devant de la scène, en sachant que, in fine, l'histoire va dans notre sens. On le constate chaque jour. Maintenant, il faut reprendre notre bâton de pèlerin sur ces questions-là. Ça passe par des petits combats à mener pour demain préparer des grandes victoires et pour faire en sorte qu'in fine, on redéfinisse qui est le souverain. Est-ce qu'on veut rester dans l'impérium technocratique qui est finalement le plus puissant que nous ayons connu à l'échelle du continent depuis l'Empire romain, ou est-ce qu'on veut enfin rendre la main aux citoyens et que le peuple redevienne le souverain? Je me sens un peu comme le fédéraliste de la bande, mais
Mais non. Juste des choses très très concrètes aussi pour réagir à ce que vous avez dit et puis aussi à tout le reste du débat qui était vraiment très intéressant. Des choses concrètes. Alors déjà, c'est bête, mais allez voter. Allez voter et votez bien. Le Parlement européen, ce n'est pas un Parlement pot de fleurs. Il prend beaucoup de décisions, il a beaucoup de pouvoir, que ça nous plaise ou pas, et donc autant l'influencer de l'intérieur. Deuxième chose, vous avez mentionné avant, M. Dupont-Aignan, le droit de veto. Nous devons le défendre bec et ongle, ce droit de veto, parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, Mme Kuhn, c'est à très bon escient, il y a, dans les plans aujourd'hui de Bruxelles, il y a une réforme des traités. Et alors, il vaut mieux l'éviter. Je crois qu'on a d'autres chats à fouetter maintenant que se lancer dans une conférence intergouvernementale de 2 ou 3 ans. Mais si à la fin ils ouvrent la porte, alors il faut se lancer dans la bataille à 300%. Et il faut venir également avec nos sujets, et des sujets très très concrets. Droit de veto, on le garde et on va même l'amplifier éventuellement. Parce qu'encore une fois, quand on assiste aux dérives juridiques qui s'assimilent à de l'arbitraire, eh bien la seule arme aujourd'hui qu'ont certains pays d'Europe centrale pour se défendre, c'est un droit de veto. C'est un droit de veto. Si on lâche ça, alors effectivement, on ouvre la porte à toutes les dérives. Donc droit de veto, ne l'oubliez pas s'il vous plaît, c'est absolument essentiel. Parlons de moins de compétences. Et même ça, on n'a pas besoin de le faire en ouvrant le traité. Il y a même une porte de service, l'article 48, vous l'avez rappelé ce matin, paragraphe 6 ou 7, je ne sais plus, qui permet de le faire. On peut rapatrier des compétences. Effectivement, faisons ça en douceur. Détricotons, à mon avis, vous voulez peut-être détricoter un peu plus que moi. Moi, un peu moins, mais faisons-le en douceur. Pourquoi pas? Après, parlons également des ONG, s'il vous plaît. C'est un sujet qu'on n'a pas touché, mais je crois qu'une partie, vraiment, une responsabilité lourde du déficit démocratique vient du fait que, quelque part, l'Union européenne, c'est une ONG-cratie. Et j'aimerais qu'on arrête d'utiliser le terme ONG, parce que ONG, ça peut être quelque chose de très, très noble, mais quand ce sont des groupes d'intérêt, de pression et d'influence, qu'on pourrait appeler les JP. Alors en anglais, ça fait PIGS, il faudrait qu'on change peut-être l'acronyme, mais effectivement, voilà, ils font partie intégrante du problème. Désolé, mais quelle est la légitimité démocratique d'Amnesty International? Qui les a élus? Personne. Human Rights Watch, personne. Et pour vous donner un exemple assez scandaleux quand même de l'influence de ces ONG, de ces JP, je préfère les appeler, eh bien, on a parlé un peu du pacte vert, ce pacte vert qui appauvrit. Vous avez parlé de Frans Timmermans, donc Monsieur Vert, Monsieur Pacte Vert, qui vient maintenant de démissionner pour se lancer dans la course être Premier ministre en Hollande. Qui était le chef de cabinet de Monsieur Timmermans pendant 4 ans et demi, qu'il est encore aujourd'hui? C'était l'ancien président de Greenpeace en Hollande. Alors qu'après, la Commission européenne vient de donner des leçons de conflit d'intérêts en Hongrie, non, quoi. Ça, je ne l'accepte pas non plus, quoi. Remettons à plat la conditionnalité financière. On ne peut pas se permettre, entre États membres, entre voisins, quelque part, de se faire des chantages financiers, encore moins en période de guerre. C'est ce qu'on est en train de faire avec quelques pays. Remettons en place ce règlement qui est absolument scandaleux et ridicule. Parlons un peu de subsidiarité. C'est vrai que ça fait un petit peu technique, mais il y a un petit côté poétique dans la subsidiarité. Quand on voit la définition même dans le traité, je crois que c'est un des articles les moins moches, on va dire les plus lisibles. Et effectivement, dire que l'Union européenne ne va intervenir que si elle a vraiment une valeur ajoutée, et que sinon c'est au niveau local, moi je trouve qu'il y a quand même une certaine beauté scolastique là-dedans. On peut récupérer le principe de subsidiarité. Aussi pour dédouaner un petit peu l'Union européenne en parlant de souveraineté. N'oublions pas que souvent, derrière une directive européenne, il y a un des 17 objectifs et des 169 cibles de l'agenda 2030 des Nations Unies. Alors si on trouve tous ici que l'Union européenne représente parfois un problème de souveraineté parce qu'ils sont trop loin et ils n'écoutent pas les citoyens, imaginez un pseudo-gouvernement mondial. Ça se passe aujourd'hui, et encore une fois, dans cette dystopie qui va de en haut en bas, eh bien, au sommet, vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez l'agenda 2030 des Nations Unies. Personne n'en parle. Lisez-le, il a l'air très beau, très gentil. C'est un 17 objectifs de bisounours. À lire les 169 cibles, c'est un petit peu moins bisounours. Et surtout, demandez-vous qui vous a demandé votre avis sur cet article, sur cet agenda 2030. Je vous le dis, personne. Et également un peu sur le Frexit, oui, effectivement. J'ai peut-être encore un subconscient de technocrate. Et là, j'étais d'accord avec vous aussi, Monsieur Bigot. La monnaie, ça crée des liens, ça crée énormément de liens. Moi, le grand problème que j'ai avec l'euro, et ce n'est pas un raisonnement d'économiste que je ne suis pas, mais j'ai quand même l'impression que donc l'Europe maastrichtienne, et en particulier l'euro, qui en fait partie intégrante, a transformé des bons voisins en très mauvais colocataires.
Parce que l'argent, vous le gérez ça qu'avec votre femme ou votre mari et personne d'autre. Et sûrement pas avec vos copains et sûrement même avec vos meilleurs amis, quoi. Et effectivement, ça crée des tensions qui deviennent pratiquement insupportables. Comment détricoter une monnaie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais effectivement, la seule intuition, c'est qu'il faut faire ça peut-être en douceur. Moi, je ne serais pas non plus partisan d'un Frexit parce que je pense également, je crois encore que l'Europe, avant Maastricht, est récupérable. Elle est récupérable. Et que finalement, un Brexit, c'est un air également de retraite. C'est un air un petit peu de capitulation. Et je pense qu'il y a encore des combats qu'on peut faire de l'intérieur pour justement remettre, disons, alors jeter l'eau qui est très très sale, mais récupérer le bébé qui est certainement malade, mais qui en vaut encore la peine. Et effectivement, dernier conseil, un petit peu, pas conseil, mais suggestion un petit peu personnelle, dans tous ces combats, n'oublie pas de regarder à l'Est, n'oublie pas de regarder l'Europe centrale. On les satanise, comme je l'ai dit avant, et pourtant, ils ont beaucoup de choses à vous dire. Moi, je veux dire qu'une des choses pour lesquelles je suis assez reconnaissante à la Hongrie, c'est quand même le gouvernement et le pays qui m'a fait redécouvrir le charme de la souveraineté que je méconnaissais d'avant. Merci. Je suis désolé, on a été un petit peu long. Je vais accorder à chacun d'entre vous 20 à 30 secondes pour un mot de conclusion sur l'ensemble. Je commence avec vous, Florence Kunz. S'il faut aller vite et être synthétique, il est clair que de toutes nos conclusions, celle qui prévaut, c'est bien sûr d'aller voter. Les élections présidentielles, c'est bien trop loin, on le sait malheureusement, et que des petites étapes vers une grande victoire, la première d'entre elles, c'est forcément l'élection européenne. Ce sera un gros enjeu. Les commentateurs français vont évidemment en faire un enjeu de politique nationale et se projeter sur la présidentielle, mais n'oubliez pas aussi, et en pensant également à nos voisins et partenaires, que ce sont des enjeux européens, que le calendrier de l'année prochaine sera très très lourd. On va aller très loin dans une politique européenne de défense. On va aller très loin pour saboter les derniers éléments de souveraineté de la France, que sont notre politique d'armement, notre politique industrielle, notre politique de véhicules automobiles. On a l'élargissement qui menace notre droit de veto à tous. Donc, n'oubliez pas que l'an prochain, c'est à la fois effectivement se projeter sur l'élection présidentielle et préparer la recomposition du paysage politique, mais c'est d'abord des sujets européens et chaque voix comptera. Moi, je crois que le système n'est pas réformable. Je crois que, de toute façon, l'histoire va nous obliger à réagir. Et après, il y a la manière dont on réagit, c'est un problème d'habillage. Mais l'urgence absolue, c'est d'aller voter. Mais pour aller voter, il faut peut-être un jour que les patriotes, les gaullistes, les souverainistes arrêtent leur chapelle, se réunissent. Et ayant fait 3 modestes campagnes présidentielles un peu seul, j'aimerais que au moins les européennes, puisque moi je ne serai pas tête de liste, je serai dernier de liste, puisque je ne veux pas aller là-bas, j'aimerais qu'il y en ait un qui se dévoue et qu'on fasse une très belle campagne sur la France libre. Voilà. Et si on n'est pas capable de le faire là, c'est dramatique, parce que d'autres le feront à notre place. Et le pire, c'est que ceux qui feront croire qu'ils sont pour la France libre feront du Mélanie une fois élus. Et donc, pitié, là, moi je lance un appel, c'est pour ça que je suis là, c'est se met autour de la table, on trouve quelque chose, les gens l'attendent. Alors, est-ce que c'est 2%, 5%, 10%? On ne sait jamais rien. Et c'est parce que l'heure est grave qu'on doit allumer la mèche. Et on ne sait pas la longueur de la mèche, on ne sait pas la puissance de l'explosif. Mais si on n'allume pas la mèche parce qu'on est là chacun avec notre petit briquet, c'est qu'on est nul, pardonnez-moi, hein, voilà. Je serais peut-être plus réservé sur les élections européennes et le Parlement européen. Et en général, je pense qu'il y a vraiment un risque de ruse de la raison européenne. C'est-à-dire qu'à vouloir faire de l'anti-Europe à l'intérieur de l'Europe, vous légitimez l'Europe. Et c'est bien ce qu'ils veulent d'ailleurs. Alliez-vous, trouvez des alliés avec X, avec Y, etc. Mais ça ne fonctionnera pas comme ça. Vous légitimez le système. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que... Vraiment, l'aspect psychologique est clé. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans leur tête, tant que vous êtes dans leur système,
Tant que vous êtes dans le labyrinthe, vous ne trouverez pas la sortie, parce que ça a été pensé pour qu'il n'y ait pas de sortie. Vous comprenez? C'est ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, moi, je ne pense pas qu'il faille casser la vaisselle, renverser la table, je ne sais pas quoi, le Frexit, le truc. Il ne faut pas rêver. Il y a des choses qui sont très simples. Les Français comprennent, la politique, souvent, c'est des choses très simples. Les gens comprennent maintenant la nécessité de rétablir des frontières nationales. D'ailleurs, depuis 2015, on a normalement les contrôles des frontières nationales. On n'a pas suffisamment de douaniers, on ne les contrôle plus. Ça a été évoqué par M. Stefanini tout à l'heure. Contrôler les frontières pour contrôler les flux migratoires. En fait, le cœur de cette question, de cette dialectique, c'est un tien vaut mieux que 27 tu l'auras. Pourquoi et au nom de quoi nous ne ferions pas quelque chose nous-mêmes que nous pourrions faire, soi-disant parce qu'on ne peut que le faire ensemble? Mais c'est absurde. Peut-être que ça serait plus sympa, mieux, plus efficace de le faire ensemble. Mais si vous ne le faites pas vous-même, voyez bien que c'est un mythe incapacitant, l'Union européenne. C'est précisément un piège pour ne plus agir. Qu'est-ce qui vous empêche de protéger vos frontières? Il vous explique que les frontières, ça ne fonctionne pas. Mais demandez aux fantassins ukrainiens si ça n'existe pas, les frontières. Demandez-leur si c'est facile d'avancer sur le territoire quand en face, il y a des batteries russes. Demandez aux Israéliens qui sont protégés des attentats si les frontières, ça ne marche pas. Demandez aux pauvres bougres en 61 qui voulaient franchir le mur de Berlin si les frontières, ça ne marche pas. Enfin, c'est une blague. Ils vous ont mis ça dans la tête, ils vous ont mis des tas de choses dans la tête. Donc ça, c'est un point fondamental. Je reviens à mon obsession. Monsieur Bigot. Je termine. Ouais. Sur la question... Ouais, trop long. Sur la question... C'est vrai. Hélas. Non, il faudrait que ça soit sur CNews ici. C'est autre chose. Non, blague à part, il y a la question en fait économique n'est pas pensée en fait exactement comme la question migratoire et la question de la sécurité. Et voilà, soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Je crois que c'est ça la conclusion. Moi, je serai bref parce que je trouve qu'on se coupe un petit peu les cheveux en quatre quand même, en se disant l'Europe sera ce que nous en ferons et on cherche à définir très exactement ce que nous voulons. Non, la question n'est pas là aujourd'hui. Au point où nous en sommes rendus, la question, c'est le préalable. Le préalable, c'est la reprise du contrôle. La reprise du contrôle de la décision publique, tout simplement. Si nous nous contentons de ça, si nous allons vers ça, si nous nous fixons cet objectif que nous pouvons atteindre, alors après, nous verrons ce qu'il adviendra de l'Union européenne. Si nous désobéissons au traité, si nous faisons ce que nous avons à faire, il adviendra ce qu'il adviendra. D'autres suivront, d'autres ne suivront pas. L'histoire s'écrit en marchant. Caminante no hay camino. El camino se hace al andar. Allons-y, avançons. Merci. Et Rodrigo. Merci beaucoup. Juste pour conclure, je voulais simplement vous remercier parce que se faire modérer par un homme de gauche, avec des gens de gauche, avec des gens de droite, etc., dans ces temps de wokisme impérant où il y a de l'autocensure, on est tous en train de se mordre la langue, on n'ose plus parler ni rien, eh bien, pouvoir parler aussi librement avec des gens avec lesquels on partage certaines choses, on en partage peut-être d'autres, on n'en les partage absolument pas, mais quelque part, ça m'a presque ému, quoi. Donc, effectivement, merci beaucoup. Ça faisait longtemps que je n'avais pas l'occasion de faire un débat aussi ouvert. Bien, merci à tous. J'avais juste un petit remerciement à faire parce que ce type de journée n'est évidemment pas possible sans des bénévoles militants très impliqués. Et je voulais notamment remercier, parce que ça s'est fait évidemment sous la houlette donc de Léonard Zerbib et Christophe Maximilien pour OLF, et sous la houlette d'Alexandre Dumontet et Sébastien Miglior pour République Souveraine. Merci à eux.